Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur EDEN Télévision et Diaspora FM 102.3 pour le décryptage de l'actualité matin d'EDEN, 2 heures d'émission. Et nous embarquons pour la première demi-heure consacrée à l'actualité, la revue des unes des journaux, la revue de presse internationale, le bulletin d'information qu'on a essayé. Bonjour. Bonjour, Tranquillin, Akad Belonter, mesdames, messieurs, bonjour. Et au cours de la deuxième demi-heure, l'instant débat sera au rendez-vous avec la chronique L'Opinion de James William Gbagidi qui nous propose comme titre aujourd'hui redécoupage territorial, ne pas céder au chantage. Redécoupage territorial, ne pas céder au chantage. À suivre avec James William Gbagidi. Et puis l'instant débat fait croiser va s'intéresser aux différentes nominations sous le régime de Patrice Talon. Ces différentes nominations comblent-elles les attentes de regard croisé de deux confrères? À suivre dans ce numéro de Matin d'Éden, Marcel Zoumenou, il est le rédacteur en chef du quotidien Nouvelle Tribune. Il sera avec Narcisse Ressou, rédacteur en chef également du quotidien Palmarès. Voici l'essentiel de l'actualité vue par les canards. Les grandes préoccupations de l'actualité abordées par les confrères ce matin, on commence par la une du quotidien La Boussole. La boussole de ce lundi, session de baccalauréat juin 2016, 115 322 candidats planches pour l'obtention de leur premier diplôme universitaire. C'est allé en page 3 du quotidien La Boussole. Fédération béninoise de football, l'UNAMAB exige que l'ordonnance bafouée reproduise son plein et entier fouet. L'Union nationale des magistrats du Bénin s'est réunie en assemblée générale extraordinaire le vendredi 17 juin 2016 au tribunal de Cotonou. À l'issue de cette assemblée générale, l'UNAMAB a donné une déclaration à travers laquelle elle met le gouvernement en garde contre toute tentative de remise en cause des décisions de justice et lui demande de prendre sans délai les mesures idoines afin que l'ordonnance prise par rapport à la crise qui secoue la Fédération béninoise de football produise son plein et entier effet. L'intégralité de l'article est alliée en page 5 du quotidien La Boussole. La Guérite, un autre quotidien, La Guérite de ce matin. Soulèvement populaire à Cleucamin dans le coup faux, le maire Christophe Megbedi, victime d'une vaine cabale. C'est allié en page 2 du quotidien. Plainte des populations d'Abomey-Calavi face à la montée des inondations. Le maire Georges Bada à la rencontre des sinistrés. C'est allié en page 4 du même quotidien. La Guérite. La Relève Info de son côté. La Relève Info met à ça une recomposition du paysage politique béninois vers la mise en place de l'Alliance des Forces Nouvelles AFN. Vers la mise en place de l'Alliance des Forces Nouvelles AFN. C'est à découvrir en page 5 du journal La Relève Info. Toujours à la une de La Relève Info, assemblée extraordinaire de l'UNAMAB, Michel Adjaka et ses pairs appellent le gouvernement au respect des tests. Cette revue se poursuit, cette fois-ci, la Nouvelle Expression, le quotidien Nouvelle Expression plutôt, le quotidien Nouvelle Expression. En dépit de la suspension de certaines subventions dans la filière coton, les égreneurs apportent leur soutien ferme au président Patrice Talon. Une chance pour la réorganisation du secteur, commente le quotidien. L'intégralité de l'article est alliée en page 2 du journal Nouvelle Expression. Nouvelle Expression mentionne également à ça une découpage territorial à l'ère de la rupture. Les chefs-lieux des nouveaux départements connus, c'est allié en page 4 du quotidien. Et puis suspension ou non de la mesure de gratuité de la césarienne Nouréni Atiadé et 16 députés demandent des explications. C'est allié également en page 4 du journal Nouvelle Expression. L'économiste, la une du quotidien L'économiste, réforme dans la filière coton. Talon reçoit le soutien des producteurs. Nous apprend ce matin l'économiste, réforme dans la filière coton. Talon reçoit le soutien des producteurs. C'est allié en page 3 du journal. Le pays émergent. Le pays émergent de ce lundi 20 juin 2016, nomination à la mairie d'Abomey-Calavi. Georges Bada fait un nettoyage interne. Le secrétaire général Raoul Glessoubé limogé. C'est allié en page 4 du quotidien Le Pays émergent, nomination à la mairie d'Abomey-Calavi. Georges Bada fait un
nettoyage interne. Le secrétaire général Raoul Glessoubé limogé. Le pays émergent qui nous apporte des infos concernant le baccalauréat. Session unique du baccalauréat 2016, 115 322 candidats planches. Ce jour, c'est allé en page 8 du quotidien qui nous apporte également cette information. Désignation des chefs-lieux des nouveaux départements. Soulèvements et protestations à Savalo, c'est allé en page 4 du quotidien Le Pays émergent. La nouvelle génération, le journal La Nouvelle Génération. Sur la radio Soleil FM hier, Georges Bada a abordé avec assurance et aisance les préoccupations de ces mandants. L'information nous est rapportée par La Nouvelle Génération. En page 9, le même quotidien nous apprend ce matin mécontentement des travailleurs du Trésor public sit-in ce jour et grève de 48 heures à compter du mercredi prochain. Mécontentement des travailleurs du Trésor public sit-in ce jour et grève de 48 heures à compter du mercredi prochain. La Nouvelle Gazette, une information concernant la préservation de l'environnement. La Nouvelle Gazette écrit donc pour sauver le Bénin du désastre environnemental, l'UPE met en terre des milliers de plants à Didja. Le DG Clément Coton, fidèle aux accords de la COP 21, c'est allé en page 5, 6 et 7 du quotidien. La Nouvelle Gazette écrit toujours à ça une tournée nationale du chef de l'État, Patrice Talon, confronté à la mère réalité du pouvoir. Patrice Talon confronté à la mère réalité du pouvoir. C'est allé en page 3 du journal La Nouvelle Gazette. Le projecteur de son côté nous apprend ce matin, attribution du chef-lieu du département des collines à Dassa, la décision de Patrice Talon provoque de violents soulèvements à Savalo. Attribution du chef-lieu du département des collines à Dassa. La décision de Talon provoque de violents soulèvements à Savalo. C'est à lire en page 12 et 4 du quotidien. Le projecteur coopération interparlementaire écrit également le projecteur. Oumbédi s'entretient avec le président du Parlement français. First Info de ce lundi 20 juin. First Info qui nous apporte quelques informations liées au cadre de vie à Cotonou. Le quotidien écrit déguerpissement des populations occupant illégalement des zones non habitables. Enfin, une décision gouvernementale pour accompagner les efforts de la mairie de Cotonou. C'est à lire en page 2. Le même journal apporte encore plus d'informations et écrit encore toujours occupation anarchique du domaine public, des couloirs d'écoulement et de réceptacles d'eau naturelle. Le gouvernement Talon décidé à en finir d'ici le 31 décembre 2016. La preuve implacable que le nouveau départ veut changer les conditions de vie des populations. C'est à retrouver en page 2 du quotidien First Info. Avec First Info, on peut aussi lire descente du président de la République à la société sucrière de Savet. Talon obtient contre toute attente 1 an de trêve sociale du personnel. Encore une preuve des capacités de persuasion du numéro 1 béninois. C'est allé en page 3 du même quotidien First Info. Le confrère de la matinée nous parle du baccalauréat de ce lundi, baccalauréat session unique de juin 2016. 115 322 candidats à la quête du premier diplôme universitaire. C'est allé en page 2 du journal Le Confrère de la matinée. Et avec Nord-Sud Quotidien, nous allons boucler cette revue des titres. Nord-Sud Quotidien, désignation des chefs-lieux des nouveaux départements. Une boîte de Pandore qui lance l'opposition à Patrice Talon. Une boîte de Pandore qui lance l'opposition à Patrice Talon en parlant bien sûr de la désignation des chefs-lieux des nouveaux départements. L'information est développée en page 3 du quotidien Nord-Sud. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Corneille Haïtien, de nous avoir présenté le point complet de l'actualité décryptée dans les colonnes des Cana, le dernier titre développé par le quotidien Nord-Sud Quotidien. C'est bien dans ce même sens que James William Gbagidi va abonder dans sa chronique L'Opinion, qui écrit donc redécoupage territorial, ne pas céder au chantage. Donc il faut avoir donc le courage d'ouvrir cette boîte de Pandore. Dans le bulletin d'information qui nous sera présenté par Antoinette Sagbo, on reviendra sur le message
du ministre de l'enseignement, de Madame le ministre de l'enseignement supérieur dans le cadre de l'organisation de l'examen du baccalauréat, session de juin 2016. On reviendra également sur le point de presse donné par le gouvernement en début de week-end et l'analyse notamment de la communication gouvernementale par nos confrères au cours du Café Média organisé en début de week-end également, et la célébration de la fête du Gari. Le Gari, c'est l'un des produits dérivés du manioc. Ce produit a été mis en valeur cette semaine à l'université d'Abomey-Calavi. Mais avant tout ceci, voici la revue de presse internationale. La revue de presse internationale sur Eden Télévision et Diaspora FM. Nous démarrons ce jour avec la une du quotidien Le Monde Afrique. Le Monde Afrique qui s'intéresse aujourd'hui au Maroc. Le quotidien écrit « Au Maroc, le martyr des fous enchaînés du mausolée du Boua Omar ». Au Maroc, le martyr des fous enchaînés du mausolée de Boua Omar. Comprendre cette information dans les colonnes du quotidien Le Monde Afrique qui apporte quelques précisions. Durant des décennies, des familles au désespoir de trouver un lieu adapté à la maladie mentale de leurs proches les ont envoyés en détention dans un mausolée près de Marrakech. Voilà des précisions apportées par le quotidien. Le quotidien, donc Le Monde Afrique, qui revient dans son compte rendu sur un autre sujet d'actualité sur le continent. Dans un grand sondage, la jeunesse africaine brocarde la quête de pouvoir des politiciens. À lire donc toujours avec Le Monde Afrique. Et toujours avec Le Monde Afrique, Le Monde Afrique, on va quitter Le Monde Afrique pour lire l'actualité que nous propose, les actualités que nous propose www.africatv.net, qui s'intéresse à l'actualité de l'Afrique qui gagne direction la Guinée-Conakry. Alpha Condé limoge le lieutenant-colonel Issa Camara après des violences dans le nord. Le gouvernement guinéen a limogé un responsable de l'armée accusé de rébellion et de subordination après des incidents entre des soldats et la population dans le nord du pays qui ont fait vendredi et samedi une trentaine de blessés selon un communiqué officiel. Donc voilà, cette actualité développée par www.africatv.net. Guinée, Alpha Condé limoge le lieutenant-colonel Issa Camara après des violences enregistrées dans le nord. Des violences qui ont fait environ 33 personnes, une trentaine de blessés dans le pays. Et puis au Congo, un journaliste de TV5 Monde en garde à vue dans le nord. Voilà une information qui concerne notre corporation. Un journaliste de TV5 Monde en garde à vue dans le nord. Un journaliste travaillant pour la chaîne de télévision francophone TV5 Monde a été arrêté et placé en garde à vue samedi soir au Congo-Brazzaville. A-t-on appris de sources concordantes dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, Congo, un journaliste de TV5 Monde arrêté et placé en garde à vue. D'autres informations pêle-mêle la direction. L'Algérie, les réseaux sociaux bloqués pour éviter les fuites au bac. Voilà, pardon, un chat dans ma gorge. Algérie, les réseaux sociaux bloqués pour éviter les fuites au bac. Voilà une initiative que le Bénin également doit copier puisque l'examen du baccalauréat session de juin 2016 démarre officiellement aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Déjà en Algérie, des mesures idoines ont été prises pour éviter des fraudes. Algérie, les réseaux sociaux bloqués pour éviter les fuites au bac. Les autorités algériennes ont bloqué temporairement l'accès aux réseaux sociaux pour empêcher de nouvelles fuites de sujets de baccalauréat, dont près de la moitié des candidats doivent repasser à partir de ce dimanche, a indiqué samedi soir l'agence de presse APS dans le pays. Loin de cette actualité en Égypte, on parle d'une nouvelle peine de prison à vie pour l'ex-président Morsi. Voilà, nouvelle peine de prison à vie pour l'ex-président Morsi. Un tribunal égyptien a condamné samedi à la prison à vie l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, jugé dans une affaire d'espionnage au profit du Qatar, selon un journaliste de l'agence France Presse présent au jugement. Égypte, nouvelle peine de prison à vie pour l'ex-président Morsi. Et puis au Nigeria, 24 morts dans une attaque de Boko Haram.
Au Nigeria, 24 morts ont été enregistrés lors d'une attaque de Boko Haram dans le nord-est du pays. 24 personnes sont mortes dans une fusillade menée par des djihadistes de Boko Haram lors d'une veillée funèbre près de la ville de Gulak, dans le nord-est du Nigeria, a assuré vendredi un responsable local de l'agence France Presse Nigeria. 24 morts dans une attaque de Boko Haram dans le nord-est du pays. On va boucler la revue de presse internationale en nous intéressant au sujet développé par www.izf.net, direction la Somalie. Les Tchébabs confirment la mort du cerveau présumé du massacre de Garissa. Les islamistes somaliens Tchébabs ont confirmé la mort du cerveau présumé de l'attaque qu'ils avaient menée en avril 2015 contre l'université kenyane de Garissa, qui avait fait 148 morts, dont 142 blessés. On en sait un peu plus après ce carnage. Somalie, les Tchébabs confirment la mort du cerveau présumé du massacre de Garissa. Information développée ce jour par www.izf.net. Algérie, 14 islamistes tués par l'armée. 14 islamistes armés ont été tués dimanche au cours d'une opération militaire menée au sud d'Alger, selon un nouveau bilan du ministère algérien de la Défense. Ces hommes ont trouvé la mort dans une zone montagneuse de la région de Médéa, située à 80 km au sud du pays. Voilà, c'est sur cette information que nous bouclons la revue de presse internationale. N'oubliez pas, au cours de la troisième demi-heure de cette émission, nous allons vous servir l'instant débat qui va s'intéresser aux différentes nominations enregistrées sous le régime Talon. Ces nominations comblent-elles les attentes des Béninois? Analyse et décryptage de deux journalistes, deux rédacteurs en chef. Marcel Zoumenou, il travaille au quotidien Nouvelle Tribune, et Narcisse Aressou, rédacteur en chef du quotidien Palmarès. Voici le bulletin d'information. Antoinette Sago, bonjour. Tranquille à 4 Benotin, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'examen du baccalauréat, session de juin 2016, démarre officiellement au Bénin sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui. Ils sont au total 115 322 candidats, dont 37 916 filles et 77 416 garçons répartis dans 149 centres à affronter les épreuves écrites du baccalauréat. À la veille des compositions, la ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Odile Tanasso, dans un message, s'est adressée aux candidats. Suivez ici un extrait de ses propos au micro de Fréjus Serlan. 115 322 candidats composeront dans les 149 centres de composition répartis sur l'ensemble du territoire national. 3 nouveaux centres sont ouverts cette année. Je voudrais ensuite m'adresser aux candidats et candidates et leur dire que l'examen du baccalauréat n'est pas un concours. Il est tout juste comme un devoir surveillé. Et vous serez évalués sur ce que les professeurs vous ont appris tout au long de l'année scolaire. Vous ne devez donc pas avoir peur des épreuves. Elles sont à votre portée. Je vous souhaite bonne chance et j'espère retrouver un grand nombre de bacheliers et bachelières après les diverses délibérations. Aux parents, je voudrais leur demander de prendre soin de leurs enfants. Mettez-les en confiance et assurez-vous que leur kit est prêt. À tous les acteurs du baccalauréat, je voudrais vous encourager à davantage d'ardeur dans le travail afin de maintenir haut le label et la crédibilité de l'examen. Je tiens à saluer particulièrement tous les enseignants et enseignantes qui, durant des mois, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que les candidats soient formés et soient prêts pour affronter les épreuves du baccalauréat. Tout est fin prêt. L'examen se passera dans de bonnes conditions et dans de très bonnes conditions. Les candidats ont reçu leur convocation de même que les surveillants et surveillantes de salle. Tous
les centres sont apprêtés pour accueillir les candidats et candidates. Le matériel lourd et le matériel sensible ont été déjà réceptionnés. Des problèmes existent surtout au niveau de certains établissements privés qui font de la sous-traitance, qui ne sont pas autorisés et qui pourtant exercent illégalement. D'autres retiennent la convocation des candidats et candidates et d'autres encore tronquent le cycle régulier de formation des apprenants et apprenantes. Je les mets en garde de la manière la plus énergique. Les responsables d'établissements qui seront épinglés pour ce baccalauréat 2016 subiront la rigueur de la loi. À l'instant, la ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Odile Attana, rappelons qu'ils sont au total 115 322 candidats répartis dans 149 centres à l'assaut de l'examen du baccalauréat session de juin 2016. Le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, le ministre du cadre de vie et du développement durable, Didier Tonato, ont donné conjointement une conférence de presse en début de week-end sur les récentes mesures économiques adoptées par le gouvernement. Lesquelles mesures visent à offrir de meilleures conditions d'accès aux services de base et de meilleures conditions pour mener les activités économiques. Au nombre de ces mesures, la délivrance sans frais des titres fonciers et des mesures fiscales et parafiscales, ainsi que la facilitation des opérations de mutation des biens meubles et immeubles. Suivons ici des précisions dans cet élément que nous propose Freddy Loris Davon. D'abord, dès le 6 avril, quand vous avez vu le gouvernement, vous avez vu que le nombre de ministres a été réduit. Ensuite, un décret a été pris pour instituer la structure type des ministères. Cette structure type consacre la réduction de la taille des cabinets ministériels. Il y a moins de conseillers, moins de chargés de mission. En fait, il n'y a plus de chargés de mission. Tout cela a été traduit aujourd'hui dans le collectif budgétaire que nous soumettons à l'Assemblée nationale. Et en chiffres, parce que c'est important toujours d'avoir les chiffres, j'aime dire que quand on a les chiffres, on sait dans quelle direction on va. Toutes ces mesures que je viens d'aligner se sont traduites par une réduction des dépenses dans le budget de 149 milliards de francs CFA. Ces mesures sont relatives à la facilitation de l'accès aux titres fonciers. Le gouvernement a donc décidé, puisque les détenteurs de ces titres doivent payer 25 000 francs pour les retirer, le gouvernement a décidé que ces titres pourraient être retirés gratuitement. La définition de nouveaux prix de référence pour ce qui concerne les biens immeubles, les biens fonciers, à Cotonou ici. Si je prends un exemple ici dans la zone où nous sommes, qui est la zone de Danhi, le prix de référence des terrains, c'est-à-dire le prix à partir duquel on définit la cession d'un terrain qui appartient à l'État dans son domaine privé à quelqu'un d'autre, ce prix appliqué jusqu'ici était de 2 000 francs CFA le mètre carré. Avec la nouvelle définition qui est conforme à la loi de 2013, le prix est désormais de 153 400 francs CFA. À partir du 31 décembre, tous ceux qui occupent dans nos villes, à commencer par Cotonou, les terre-pleins centraux, nous avons même des terre-pleins centraux qui servent de boutiques de vente de véhicules d'occasion. La plupart de nos grands artères en sont bordés. Nous avons des trottoirs sur lesquels on a construit des guérites en dur, en matériaux durs, dans les quartiers les plus centraux, les quartiers les plus huppés de Cotonou. On a construit des boutiques, alors que la règle demande que la boutique soit construite sur la parcelle et que la façade s'ouvre sur la rue. Les piétons sont obligés de descendre sur les chaussées. Accroissant ainsi l'insécurité, il n'est pas facile de vivre. Donc c'est pour aider à restaurer tout ça
à améliorer notre cadre de vie, à instaurer une meilleure gestion urbaine aux côtés des collectivités et une meilleure sécurité. C'est cette mesure qui vise à interdire désormais l'occupation du domaine public. Et puis la communication globale du gouvernement de Patrice Talon était au cœur de la causerie Café Média Plus de ce vendredi. Le thème retenu, communication gouvernementale, regard croisé des observateurs. À ce rendez-vous, les journalistes ont analysé la communication du gouvernement. Fréjus Serrin et Romaric Débouché pour le reportage. Difficile de succéder à Boni Yayi sur le plan de la communication. Quelques mois après son départ, son style propagandiste, son omniprésence dans les médias a laissé la place à un système de communication moins agressif dont le chantre n'est autre personne que le président Patrice Talon. Sans cautionner totalement la nouvelle stratégie, Léon Koboudé semble avoir une explication sur la méthode Talon qui ne manque quand même pas d'éléments positifs. Quelqu'un qui s'est révélé en période de communication de crise ne peut pas communiquer de la même façon que d'autres leaders qui ont connu une communication institutionnelle normale, une communication apaisée et tout. Donc, bon, je m'amuse même souvent à dire que Patrice Talon, c'est quelqu'un qui se révèle bon quand il est en confrontation. Mais quand il n'y a personne en face de lui, je crois qu'il s'ennuie au fait. On a un chef de l'État qui a compris que les ministres ont un rôle dans le gouvernement. Moi, j'ai été très séduit du fait que si je prends l'exemple de la crise au sein de la Fédération béninoise de football, je suis sûr que si Boni Yayi était encore là, c'est lui qui allait prendre en charge la communication publique sur cette crise-là. Je crois que c'est important de le souligner et je vois une similitude dans la démarche avec celle de Mathieu Kérékou. Suppression des cellules de communication sectorielles, livraison des informations au compte-gouttes. Pour Gérard Guédégbé, ces initiatives du gouvernement Talon contribuent à nuire à la communication gouvernementale. Le peuple est insatisfait parce qu'ils disent on a élu quelqu'un qu'on ne voit pas et ils s'alimentent de rumeurs. Et ça, je dis, c'est extrêmement grave. La dernière fois, il y a eu 2 photos qui fusent là sur les réseaux sociaux. On voit le président à Ouida. Le président n'est pas un clandestin. Il faut une action publique éclairée et transparente. Entre-temps, on dit commission des concours là, le président a démissionné et c'est un flou. Lorsque vous entretenez un flou comme ça, je suis certain, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Ça marche dans un régime poutinien avec la situation de vide que crée l'actuel gouvernement. Les partisans de Yayi, ils prennent la place. Il faut que le gouvernement sache que la communication gouvernementale et publique est une nécessité et un must, c'est-à-dire que c'est un devoir. Si la démarche Talon est motivée par la peur de son gouvernement de verser dans une communication politique excessive, les conférenciers invités à cette causerie hebdomadaire des journalistes béninois pensent que le président devrait quand même modifier sa stratégie de communication. Il peut suggérer que dans sa stratégie de communication, on mette un peu plus l'accent sur l'information de développement économique, environnemental. Et c'est ça le travail que vont faire ceux qui vont se mettre à dire on veut créer une architecture de la communication gouvernementale. C'est d'abord l'intention de celui qui veut communiquer. La présence physique a un rôle irremplaçable. Donc moi je crois que Boni Yayi avait cette qualité-là et je crois qu'il a gardé jusqu'au dernier jour de son mandat. C'est extraordinaire, même si il se mettait très mal en scène quelquefois. Alors donc on a envie de voir le président de la République actuelle sur le terrain. Parce que le pouvoir aussi a besoin d'être scénarisé. La figure paternelle des citoyens, les gens le voient comme le dernier recours. Donc on a envie d'être rassuré. Sa présence rassure, son absence inquiète. Dans un environnement médiatique infesté par les réseaux sociaux, une communication gouvernementale transparente sur les actions de l'exécutif permettrait davantage de renforcer la démocratie. À l'université d'Aboum et Calavi, on a célébré cette semaine la 23e édition de la fête du gari. Le gari, c'est un produit de première nécessité dérivé du manioc. C'était ce vendredi en présence des délayeurs de la communauté universitaire qui ont pris part à cette initiative de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE. Voici l'ambiance et quelques propos recueillis sur place par Ahmed Aripa. Debout, tout le monde debout. 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 Tout le monde debout.
À 3, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous attendez d'abord. En fait, la fête du Gari, ça a été initié par les anciens de l'EASE. Et le contexte exactement, c'est de célébrer les délayeurs de Gari. Parce que dans le contexte universitaire, vous savez, quand vous quittez les amphis, vous venez, la première chose que vous prenez d'abord avant de penser au cahier, c'est le Gari. Surtout quand vous n'avez pas les moyens. Et c'est cet élément-là, mais cette nourriture-là, parfois, qui sauve la majorité des étudiants, surtout quand nous sommes dans la galère. Donc, pour amuser la Gari et célébrer cet élément qui nous sauve, notre sauveur naturel, on a essayé d'initier depuis 23 ans la journée de fête du Gari. Le Gari là, bon, c'est la nourriture préférée des étudiants. Bon, ça prouve réellement que les étudiants sont les meilleurs délayeurs du Gari. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Donc une fête de Gari, c'est une manière pour moi de rendre hommage au Gari. Et voilà, on est venu au concours, c'est le jeu, on est venu s'amuser, je suis venu m'amuser, voilà un peu. L'actualité du Bénin, des associations de victimes de déversement des déchets toxiques du cargo Probo Kuala en 2006 à Abidjan ont salué ce jeudi une décision de justice de Londres condamnant un cabinet à leur restituer leur indemnisation. En effet, la Haute Cour de justice de Londres a ordonné au cabinet Lechdey de dédommager les 4 752 victimes qui ont été privées de leur compensation. Les victimes avaient déposé une plainte le 27 août 2014 auprès de cette cour. Ainsi, chaque plaignant devrait recevoir 750 000 francs CFA, soit 1 150 € selon l'accord, suivant quelques réactions dans le rang des victimes après le verdict. Dans ce combat, je suis très heureux ce soir et je souhaite que ce tel acte continue pour que justice soit faite. Quand des gens qui sont dans un pays qui n'ont pas demandé à être intoxiqués, un bon matin ils sont intoxiqués et d'autres sont morts. Ce que nous avons perdu, on ne peut plus retrouver. Les maladies que nous avons accumulées, pour les guérir, ça serait difficile. Mais nous sommes fiers et heureux d'attendre cette nouvelle que nous avons eue aujourd'hui pour avoir cette somme qui nous permettra de nous réjouir et d'oublier un peu nos soucis, nos problèmes de santé. Voilà, ça peut être une réparation. Si nous avons l'argent, nous pouvons quand même nous soigner. Alors nous sommes très ravis. Si nous avons cet argent, nous pouvons nous soigner. Et nous sommes très malades. Moi-même qui suis là, je suis tombé malade. Donc cet argent pourra me permettre de me soigner. Voilà. Et vraiment, nous remercions le cabinet. Et nous remercions tous les présidents aussi à Abidjan. Voilà. Nous attendons que le juge donne les montants. Et nous croyons que le cabinet DLD sera condamné également à payer les intérêts sur les 7 ans. Et en ce moment-là, nous allons nous concentrer sur la grande majeure des victimes qui se bat contre la Figura à Amsterdam. Voilà quelques Ivoiriens rencontrés par nos confrères de l'agence France Presse. Quelques 800 manifestants se sont réunis ce week-end à la place de l'Indépendance devant l'hôtel de ville de Maputo en Mozambique pour demander, disent-ils, la paix. Depuis 2013, le Mozambique vit une nouvelle période d'instabilité depuis que la Renamo, le parti d'opposition, a décidé de reprendre les armes pour revendiquer le partage du pouvoir. Un tribunal égyptien a condamné ce week-end à la prison à vie l'ex-président islamiste Mohamed Morsi. Mohamed Morsi est jugé dans une affaire d'espionnage au profit de Qatar. Il faut rappeler que l'ancien président a été déjà condamné à perpétuité dans une autre affaire et a été reconnu coupable d'avoir dirigé une organisation illégale. Depuis 2001, la journée mondiale des réfugiés se déroule le 20 juin. Elle vise à faire connaître la situation extrêmement difficile et l'urgence dans laquelle se trouvent plus de 60
millions de réfugiés et de déplacés à travers le monde. La chanteuse malienne Traoré Rokia a été nommée ambassadrice de bonne volonté du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nesso, la chanson titre de son dernier album, écrite en 2014 après une visite à des réfugiés maliens au Burkina Faso, leur est dédiée. Reportage. Traoré exprime son désarroi. En 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Dans son clip, l'artiste malienne s'insurge contre le sort réservé à ceux que les guerres et les crises économiques jettent sur les routes sans trouver de pays d'accueil. Moi, quand j'y pense, ça me donne la chair de poule. C'est pour ça que j'avais envie de l'exprimer. Comme ça me permet de m'alléger, parce que moi, j'y pense, j'arrête pas d'y penser et réfléchir à la sorte de monde qu'on est en train de créer. Nesso. Nesso, c'est aussi le titre du 6e album de Rokia Traoré. Nesso. Cela signifie chez soi, dans sa langue maternelle. Ce morceau, elle l'a écrit après une visite à des réfugiés maliens dans un camp du Burkina Faso. Depuis 2012, le nord du Mali est confronté à un conflit armé sans précédent. Plus de 200 000 personnes ont dû quitter leur maison. Ça n'est pas de gré qu'ils sont là. C'est un peu ça qu'il va falloir que les gens comprennent. Ils n'ont pas envie de quitter chez eux. S'ils se retrouvent là, c'est qu'il y a un problème. Après, j'en ai entendu dire, oui, mais c'est pas notre problème. Mais en tant qu'être humain, c'est notre problème. L'engagement de Rokia Traoré ne s'arrête pas aux frontières du Mali. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'a nommée ambassadrice de bonne volonté régionale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. On ne peut pas se limiter à construire de murs et garder ces personnes dehors. Ce sont des êtres humains. Si nous sommes censés être intelligents, pourquoi nous sommes ceux qui font le plus de mal autour de nous et qui détruisons le plus? Quelle est cette forme d'intelligence qui mène à ça et qui nous mène même à nous rejeter nous-mêmes, à traiter d'autres parmi nous comme s'ils étaient rien? Le combat de Rokia Traoré sera long. Selon l'ONU, plus d'1 million de réfugiés auront besoin d'être relocalisés en 2017, soit 72% de plus qu'en 2014. Voilà, c'est sur ces images que nous bouclons le bulletin d'information de ce numéro de matin d'Eden. Merci à vous, Antoinette Sagbo, de l'avoir présenté. Tranquille à 4 Bénantin, merci. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision, 13h, 17h, 20h et 23h30. À suivre la chronique L'opinion de James William Gbagidi, redécoupage territorial, ne pas céder au chantage. Mais avant, voici On vous aime. Je vous aime sur Eden TV. Le président de la République actuelle, Monsieur Président de la République, Talon, je vous remercie beaucoup. Mais actuellement, le peuple béninois souffre. Le peuple béninois souffre. Ne mange pas à leur faim. Maintenant, vous sortez les décisions qui n'est pas bon pour nous, surtout les émergents. Faites quelque chose pour nous. Vous avez dit la plaque, c'est bon, mais attendez un peu pour nous. Parce que le peuple béninois n'est marre. Pour le régime, avant, même maintenant, nous voulons la paix au Bénin. La paix.
Je vous remercie. Je vous aime sur Eden TV. Voilà, il s'agit bien entendu de la paix du ventre, hein, puisque ce conducteur de taxi moto, loin des décisions concernant l'or blanc, le coton, loin des réformes institutionnelles et politiques, demande au président de la République de s'intéresser aux mesures sociales devant aboutir à un mieux-être des citoyens. On vous aime, c'est tous les jours sur Eden Télévision Diaspora FM, c'est dans Matin d'Eden, parce que nous considérons les conducteurs de taxi moto comme les premiers consommateurs de la presse nationale et internationale. James William Agbagidi, bonjour. Bonjour à vous, Tranquille Akat Benotin, bonjour à nos amis auditeurs et à tous les téléspectateurs. Je suis de nouveau parmi vous, après cette fois-ci, quelques soucis de santé, malheureusement, ça arrive aussi. Et j'espère que ce retour sera gagnant et définitif. Voilà, merci, en tout cas on était du cœur avec vous. Redécoupage territorial, ne pas céder au chantage, c'est le titre de votre chronique L'Opinion. Voici venue l'occasion d'expression d'une des vertus du mandat unique, l'opiniâtreté. Accroché à son rêve de se succéder à lui-même durant son premier et même son second mandat présidentiel, Thomas Boni Yayi, comme ses prédécesseurs, aura passé tout son temps au pouvoir sans se montrer capable de prendre la décision de désigner les chefs-lieux des 6 nouveaux départements issus du nouveau découpage territorial de l'ère de la décentralisation au Bénin. Libéré quant à lui de cette ambition par son choix annoncé de n'exercer qu'un mandat, Patrice Guillaume Athanase Talon semble être sur le point de trancher dans le vif. Mais attention à ne pas céder aux autres artifices des maîtres chanteurs, déjà trompettes en bouche. 25 ans, sinon plus, j'étais encore en classe de CM2 préparant l'examen du certificat d'études primaires, voyez-vous, quand j'ai appris à l'occasion de la leçon de géographie que le Bénin comptait désormais 12 départements. Depuis, si avec Nicéphore Soglo, on pouvait comprendre que la désignation des chefs-lieux des 6 nouveaux ne relevait pas encore des priorités et que Mathieu Kérékou avait décidé de ne rien décider, on aura vu avec Thomas Boni Yayi la manifestation ultime de la pusillanimité. Cette peur de déplaire qui engendre au final l'image putride de celui qui peut se faire manipuler sur l'intérêt affectif et le profit politique. Qui a déjà oublié que l'ancien président de la République, confronté aux protestations de certains cadres et populations de certaines villes non préférées pour faire office de chef-lieu, avait fini par ordonner la mise en place d'une commission dont le résultat du travail fut de proposer un découpage en 23 départements de notre petit pays. De quoi faire de tous les villages moyennement développés des chefs-lieux de département, avec le corollaire de charges administratives et pécuniaires qui allait s'en suivre. Nomination de préfet, construction d'infrastructures, mise en place d'une administration territoriale, etc. Fort heureusement, dans une lueur d'intelligence sans doute, Boni Yayi nous aura épargné la concrétisation du plan en question. Au pouvoir depuis moins de 3 mois désormais, voici donc Patrice Talon qui a décidé de s'emparer du dossier. Et comme du temps de Mathieu Kérékou et surtout de Boni Yayi, les revoilà déjà les protestataires, solidement accrochés à leur envie de résider dans des chefs-lieux de département, versés dans les rues à crier leur mécontentement que leur ville ou village n'ait pas été choisi. Savalou déjà, bientôt peut-être Ouida, Abomey-Calavi, Sakété, Basila, Malanville et d'autres, comme par le passé. Branchage dans les mains, troncs d'arbres sur les routes, chants antipatriotiques plein les poumons. On connaît le mode opératoire. Mais le chef de l'État, cette fois-ci, aurait tort de céder. Parce que ce dossier n'a que trop traîné. Parce que force doit rester à l'autorité. Parce que toutes les villes susceptibles de l'être ne peuvent pas être choisies. Parce qu'il n'est nul besoin d'être chef-lieu pour être une ville attractive et développée. Parce que la protestation des protestataires est plus ethnocentriste que rationnelle. Et parce que Patrice Talon n'a pas à quémander un mandat supplémentaire. Bien entendu, la démarche explicative est nécessaire à l'endroit des populations, des localités qui pensaient devoir être désignées. Mais on ne construira pas le Bénin de demain en cédant aux caprices de ceux qui ne pensent pas le développement comme un enjeu national, mais comme une ambition nombriliste
qui ne doit tenir compte que de leur village natal. C'est mon opinion et je la partage. Redécoupage territorial, ne pas céder au chantage. Le titre donc de la chronique L'opinion de James William Gbagidi. Première question, pourquoi les gouvernements précédents n'ont pas osé ouvrir ce qu'on considère comme une boîte de Pandore? Effectivement, les gouvernements précédents, notamment je dirais les présidents précédents, parce qu'il y a eu tellement de gouvernements, le président Nicéphore Soglo, c'est sous lui que l'idée de décentralisation a bien été lancée, les découpages des nouveaux départements ont été effectués, et puis il fallait désigner les chefs-lieux. En ce moment-là, je pense qu'il y avait peut-être d'autres priorités. Je ne tiens pas beaucoup rigueur au régime Soglo. Peut-être que d'autres acteurs de l'époque plus informés que moi pourraient me donner des raisons de devoir lui en tenir rigueur. Mais pour le moment, en tout cas, je ne tiens pas beaucoup rigueur au régime Soglo de n'avoir pas fait ce travail-là. C'est surtout à partir du régime Kérékou que ce travail aurait pu être fait. Et puisque déjà, moi j'étais déjà à l'INAM à l'époque, c'était en 2000, quand nous avions un ami personnel et moi, Bruce Angelo Dan, qui est aujourd'hui quelque part un des fonctionnaires des affaires étrangères, nous avions élaboré un tableau des 3 villes par département, par nouveau département, qui étaient susceptibles d'être les chefs-lieux de département. Et à ce moment-là, en tout cas à l'époque, le gouvernement avait voulu désigner les chefs-lieux de département et il y avait déjà eu protestations, des manifestations par ici, des soulèvements par là, dans certaines villes qui étaient pressenties pour ne pas être désignées. Donc, nous avions fait un travail à cette époque-là qui avait été publié d'ailleurs et qui montrait les qualités, les avantages, ou du moins les potentialités de certaines villes qui les mettaient en position pour être les chefs-lieux. Bien entendu, il n'était pas de notre ressort de désigner pour le gouvernement et ce travail est resté, donc est tombé dans l'oubli. Aujourd'hui, en droit pour le régime Kérékou, donc, le travail n'a pas été fait. D'ailleurs, après ces premières protestations, je pense que le régime Kérékou a choisi de ne plus s'occuper du dossier. C'est Thomas Boniaï qui a, quant à lui, vraiment pris sur lui de désigner les chefs-lieux de département, des nouveaux départements. Et il y avait déjà des annonces qui ont été faites. Et vous vous souviendrez, il y avait l'ancien ministre Richard Diaho qui était à la tête d'une commission qui devait rendre donc, un travail, une conclusion sur les nouveaux chefs-lieux, en tout cas les villes qui avaient les compétences, les potentialités, les capacités pour être ces chefs-lieux-là. Le premier travail rendu n'a pas satisfait le gouvernement, tout simplement parce que des fuites ont eu lieu. Et puis, en ce moment, on avait enregistré des manifestations, des soulèvements de part et d'autre, voilà, dans les villes qui étaient pressenties pour ne pas être désignées encore une fois. Et cette fois, les manifestations étaient beaucoup plus intenses. Je pense que le régime de Thomas Boniaï, qui était très, je dirais, ouvert, ou du moins très sensible à ce type de manifestation, s'est laissé rapidement manipuler. Et puis, la commission a été de nouveau invitée à proposer un nouveau découpage territorial. Cette fois, c'est 23 départements qui ont été prévus. Et puis, pratiquement toutes les villes qui avaient protesté devaient être désignées chefs-lieux de département. Ça aurait été vraiment lamentable. Nous étions dans une affaire de région. Les 6 départements, les anciens 6 départements deviendraient des régions. Et puis, le découpage territorial était totalement remis en cause. Nous n'avons fort heureusement pas eu cette conclusion, en tout cas ce résultat-là. Et maintenant, il est entre les mains du président Patrice Talon de procéder à cette désignation des nouveaux chefs-lieux. Vous me confiez, il y a quelques jours après la prestation du nouveau président Patrice Talon, que l'un des chantiers sur lesquels vous l'attendez, c'est justement le chantier de la désignation des chefs-lieux. Pourquoi? Oui, parce que c'est un chantier quand même délicat. Délicat parce que les gouvernements précédents, comme je l'ai dit, ont laissé les populations penser qu'elles pouvaient décider que leur ville peut être chef-lieu ou imposer leur ville comme chef-lieu au gouvernement. Et donc, il est apparu, il est né une habitude de croire de la part de ces populations qu'en manifestant, en faisant du chantage, je le dis très clairement, elles pourraient obtenir de la part du gouvernement que leur localité soit désignée. Mais il fallait que le président de la République, il décide.
et qu'il décide, qu'il tranche dans le vif. Quand vous prenez des départements, un département, celui qui est aujourd'hui au centre des protestations, c'est le département des collines. Et il y a globalement 3 grandes villes qui auraient pu être désignées chefs de département, Dassa, Grazoué, Savalo. Dans ce département, les 3 villes n'ont pas les mêmes potentialités, n'ont pas les mêmes capacités. Je pense que il faut en éliminer une au premier abord, c'est bien entendu, c'est Grazoué qui n'a pas les mêmes infrastructures que les 2 autres. Ensuite, s'opposent Savalou et Dassazoumé. Le problème à ce niveau-là, les critères qui avaient été élaborés à l'époque, c'est entre autres le caractère autocentré de la ville qui comporte... Il va falloir expliquer ce caractère-là autocentré. Oui, c'est-à-dire que quand vous prenez la carte géographique, c'est la ville qui se trouve le plus au centre du département en question. Et donc, qui permet à tous les ressortissants du département de parcourir la distance la plus courte possible pour avoir accès à cette ville et donc naturellement aux infrastructures et aux services administratifs importants qui seraient implantés dans un chef-lieu de département. Dans cette hypothèse, quand on prend Dassa et Savalou, qu'on le veuille ou pas, Dassa est autocentré par rapport à Savalou au niveau du département des collines et Savalou perd de ce point de vue. L'autre chose, ce sont les infrastructures qui sont implantées dans la ville. Et Dassa se trouve être un carrefour et possède beaucoup d'infrastructures. Et Savalou également possède beaucoup d'infrastructures. Mais quand on fait la comparaison, il y a certainement aujourd'hui que moi, je suis originaire de Savalou, je suis fils de Savalou, je suis Baguidi. Et je sais que j'aurai une volée de bois vert dès la fin de cette émission. Mais j'assume et je dis que Dassa était et reste le choix le plus raisonnable dans ces circonstances-là. Que je sois fils de Savalou ne m'empêche pas de dire les choses de façon objective. Mais cette protestation... Et votre chronique n'est pas destinée aux fils de Savalou, c'est une chronique... C'est une chronique nationale. Nationale. Voilà. Et d'ailleurs, il y a d'autres départements. Quand vous prenez par exemple le département de la Librairie, si je ne m'abuse, quand vous prenez... Non, la Donga plutôt, la ville de Djougou n'est pas vraiment autocentrée. Celle qui la concurrence le mieux, c'est Bassila. Mais quand on prend les deux, Djougou est beaucoup plus en avance, Djougou est beaucoup plus peuplé, Djougou est beaucoup plus, je ne vais pas dire développé, parce que quand on y va, ce n'est pas vraiment encore cela qu'on peut appeler développement, mais c'est une question de comparaison. Et dans cette hypothèse-là, la ville qui serait la plus autocentrée serait peut-être Bassila, mais dans les conditions qu'il fallait qu'elle soit en place pour qu'on choisisse le département. Je pense que c'est Djougou qui est effectivement le meilleur choix. Les choix qui ont été opérés par le gouvernement, je n'ai pas fait la liste ici, mais des critères. Les critères qui ont été choisis pour opérer les choix, en tout cas ce que le gouvernement devrait rendre public prochainement et qui a fuité et qui nous permet d'arriver à cette chronique, ce sont des choix qui me paraissent totalement logiques. Quand vous prenez le département du Plateau, entre Sakété et Koubé, il n'y a pas de photo, il n'y a pas photo. Koubé est mieux autocentré et plus développé que Sakété. En dépit de cela, il y a quelques années, quand le président de la République, Thomas Bouniaï, devait installer une centrale électrique, en tout cas de transformation électrique, on a choisi Sakété parce que Sakété représentait en ce moment-là la meilleure destination. Et grâce à cela, Sakété a pu, en tout cas, avoir un certain nombre d'infrastructures supplémentaires, se développer un peu plus, mais que l'on le veuille ou pas, Koubé reste en avance sur Sakété, Koubé reste plus centré, Koubé reste un carrefour important pour le département du Plateau et constitue le meilleur choix par rapport à Sakété et à Kétou. Donc, les choix qui ont été faits sont des choix raisonnables et ce sont les populations qui devraient accepter ces choix-là et se résigner, comprendre que ce n'est pas un enjeu de développement. Les populations ne se lèvent pas d'elles-mêmes pour descendre dans les rues. Il y a forcément les intellectuels de ce pays, les autorités administratives qui les suscitent. Justement, cela pose un problème. Il va falloir leur expliquer, communiquer aux populations les bien fondés, les raisons qui motivent les différents choix du gouvernement. Oui, d'abord, il faut que le gouvernement reste droit dans ses bottes. Je pense que le gouvernement de Patrice Talon... Cette fois-ci, il doit rester ferme. Ferme, ça là, je crois que Patrice Talon ne cédera pas au chantage. J'y crois de façon ferme. Maintenant, il ne s'agit pas d'imposer cela comme une décision discrétionnaire dictatoriale et que les populations doivent se soumettre, sinon on va leur envoyer la force publique pour les mater. Non, il faut expliquer aux populations
qu'il y a plusieurs manières de développer une cité. Quand vous prenez le département du Zou, aujourd'hui, mais quand vous comparez Abomey et Boycon, mais il n'y a pas photo. Boycon est bien plus développé que Abomey, alors que c'est Abomey qui est le chef-lieu du département. Donc, il y a des possibilités pour les villes qui ne sont pas aujourd'hui. Est-ce que le président de la République a expliqué aux populations de Savalou que justement Savalou sera un pôle de développement, que ça va abriter et d'investissement? Oui, ça, il y a aussi la politique du chef d'État qui, devant la protestation des gens, peut faire des promesses. Je ne suis pas de ceux qui croient aux promesses politiques. Il ne s'agit pas de dire que Savalou sera un pôle d'investissement, mais de faire en sorte que toutes les villes qui sont dans les départements, que les villes qui ont des grandes potentialités de ce genre-là, que ces villes-là soient véritablement alimentées, que ces villes-là soient portées véritablement pour arriver à un certain niveau de développement, continuer de se développer. Donc, le chef d'État, bel et bien, il a eu raison d'expliquer au cadre et aux populations de Savalou que même si Savalou n'est pas choisi comme chef de département, Savalou serait un pôle d'investissement, mais ce n'est pas pour cette raison que quand un investissement devrait aller à ça, on va l'orienter vers Savalou parce que Savalou n'a pas été choisi. Il ne faut pas faire de promesses démagogiques comme on en a connu par le passé. Il y a des investissements qui vont s'arrêter à Dassa parce que Dassa deviendra, dans les jours à venir sans doute, chef-lieu du département des collines. Des investissements vont s'arrêter à Sakété parce que Sakété possède des infrastructures que ne possède pas Koubé, alors que Koubé est le centre, le chef-lieu du département. Donc, il y aura donc ces différents éléments, mais il est important que les populations comprennent que le développement, ce n'est pas un développement ethnocentré, ce n'est pas un développement, je dirais, régionaliste que l'on est en train de promouvoir, c'est un développement au plan national. Et si le développement du département doit passer par le choix d'une localité en qualité de chef-lieu, il faut que l'on sache l'accepter. Porto-Novo est la capitale du Bénin et pourtant, sur son territoire, on n'a pas les institutions, on n'a pas les entreprises, on n'a pas les industries. Quels sont les avantages qu'une ville désignée comme chef-lieu a? Bon, en principe, déjà, on va ériger en 30 secondes. Oui, rapidement, on va ériger les préfectures. Et ce sont des villes qui vont attirer forcément... On a dit des préfectures quand même. Il y aura d'autres préfectures. Oui, les 6 nouveaux départements, il n'y a pas de préfecture. Donc on va ériger des préfectures. Il y aura certainement des infrastructures sportives de meilleure envergure, de meilleure qualité. Il y aura des infrastructures politico-administratives de plus grande envergure. Parce que, bien entendu, ces centres-là vont devenir des centres administratifs plus importants que ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce qu'il y a de l'activité qui sont dans les anciens chefs-lieux, qui vont être délocalisés vers les nouveaux chefs-lieux. Et cela va donner plus de vie à ces nouveaux chefs-lieux. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les populations pensent qu'il faut que ce soit chez elles que ces chefs-lieux soient érigés. Il y aura certainement également des infrastructures sanitaires, plus les hôpitaux, en conclusion, il y aura des infrastructures. Il y aura beaucoup d'infrastructures et également beaucoup d'investissements. James William Gbagidi vous retrouve demain pour un autre numéro de la chronique L'Opinion. C'était donc l'opinion. Redécoupage territorial, ne pas céder au chantage. Restez avec nous pour accueillir Bory Agua. Bonjour Bory. Bonjour Tranquillin Akad Benotin, c'est toujours un plaisir de vous voir sur ce plateau, surtout avec votre beau sourire. James William Gbagidi, bonjour aux téléspectateurs d'Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM. Et voilà, et vous êtes là pour nous aider à accueillir cette personnalité-là qui va pousser la chansonnette pour le plaisir des téléspectateurs et des auditeurs de Diaspora FM 102.3. Oui, et tranquille à 4 Benotin, il faut dire que pour ce début de semaine, comme je prends l'habitude de le faire maintenant, il faut quand même faire réfléchir. Il faut quand même qu'on réfléchisse à qui nous sommes, qu'on comprenne que pour la semaine, il faut savoir que ce n'est pas nous-mêmes qui nous réveillons, comme vous avez l'habitude de le dire. C'est Dieu qui nous réveille. Et c'est bien sûr pour développer cette philosophie que nous avons eu l'occasion, lors de l'hommage à Richard Berry-Quenom, de faire pousser la chansonnette à un artiste, un vieux de la vieille. Il s'appelle Honoré Avolonto. Vous le connaissez. Très bien. Une chanson que vous avez eu l'occasion d'écouter depuis votre enfance. Madame, Monsieur, recevez Honoré Avolonto chez vous.
Ado kwede suo nyane wena kusin gbeme. Alevon kwe mando wena kusin gbeme. Betona nu gbebu doji o sewe nu dosi. Mine vivi lo gbeme fibo me biko mone. Mitona di sabo ipero ku mekaton. Akwe asito e hume jami ni numo. Aku were mo nyena nyero konton bo. Hanu gbe mi kado nyena nyero eko bone. Nyero ku were no wena nyero konton bo. Pete gbe mi kado wena nyero eko bone. Bejido kakao me sewe konon dosi. We kusin gbe me fi hunkun roto e fone. Yezewe ino do me bole kobo sokwe. Me tore yezewe do yo me bole kobo sokwe no. Seni zero ten la bene ye ko on kwe koko. Nyonu la bene le ko vito e le ko. O konton sa me mo me bobi na joedo. Nyonu la bene le ko vito e le ko. O konton sa me mo me bobi na joedo. Vemado nu kume de bolo ye na kwedo mio. Nyande weje ine bo yin me foma do iku. O wa yi nu no e voro yo doto. Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes! Vraiment, j'adore cette chanson d'Isik James William Gbagidi, une chanson de Honoré Avolonto, repris également en temps par Ricos Campos. Amofinio Tombo. Voilà, Amofinio Tombo. C'est ça. Et puis, c'est une philosophie absolument émouvante. Il y a de ces chansons qui vous glacent pratiquement le sang et vous donnent des frissons. Et ça reflète le quotidien des Béninois surtout. Oui, je ne vais même pas limiter aux Béninois, ça reflète le quotidien humain. Vous le voyez, même en Europe, quand la personne meurt, bon, c'est même parfois au-delà de ce que nous faisons ici, c'est l'incinération. Vous la brûlez, on vous jette les cendres à la mer. En Europe, il y a des conditions quand même sociales qui permettent aux enfants ou bien aux veuves ou aux veufs de bien vivre. Ici, en Afrique, pas toujours. Mais chez nous, en Afrique, une fois le monsieur disparaît, on crée des ennuis aux enfants, on crée des ennuis à la veuve. C'est vrai, mais je pense même que la solidarité est encore plus prononcée en Afrique, reste un peu mieux prononcée en Afrique que dans les pays européens. Ça, c'est une réalité. Puisqu'on abandonne. De l'autre côté, le fait de recevoir un peu d'argent par mois, ce n'est pas toujours suffisant. Il faut un peu d'affection de la famille. Il y a encore des familles où il y a encore beaucoup de familles où on porte une attention relative à la veuve et aux enfants. Et on essaye d'entretenir la mémoire de celui qui est parti. Mais c'est vrai que aussi il y a l'autre face où les gens vont se jeter sur la femme, la jeter dehors parce qu'ils veulent hériter de vous. Bon, en tout cas, il y a toujours les deux faces dans la vie. Mais ce que nous devons retenir de cette philosophie surtout, c'est que vivons l'instant présent, mais pensons aussi à préparer demain pour nos enfants. Voilà, une philosophie développée également par Sagoran Danialou, qui dit à Mondé, etc. Bon, oui, ce qui attire plus mon attention, c'est Wayun Nozo et Vodo Yodoto. C'est-à-dire que ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et vous voyez, quand on va tous au cimetière, on va déposer, d'accord, le cadavre. Et tout le monde s'en va. Il se retrouve seul. Moi, c'est un instant qui me marque toujours. Et il se retrouve seul. Je pense quand même que... Il se retrouve seul, hein, loin des immeubles, loin de madame, loin des enfants, loin de tous les lieux de ce monde. Tout à fait. Voilà. Je pense quand même que il faudrait quand même qu'on ne se décourage pas, qu'on ne pense pas à ces moments pour se décourager et baisser les bras. Fonçons, allons de l'avant, travaillons et avançons. Mori Agua, la chanson du jour Joyedo, c'est le titre que nous propose Mutant en collaboration avec Kemi. Perché non bodo Yahweh ahe na du no be glow na davo be glow na davo kwa be to le me bele glow bate we non so amo mi on keke vi we non don egbe jon on ruzu ze mi jan on fi kwa si kona nu no si ka ho ene somo enyo le zombo be to nu vono le ma babu na mo me go
tout non que clean, ami congo, d'alors mi m'apporte du chambre nous niveau. Après bateau, ouais, y'a que non viché, wa ton wéré. A ou sinon, comme un nobi, oui, non, à bord de l'eau, Agaiwe milemi pelo Joye to yenida Kume kungume minonolo Joye to yenida Naroma use bona igudo avedo Nadia somo bona fulu avedo Nase ube somo bona ya vitekbe avedo Makawe zun somo bona igudo avedo Amo joyedo 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 yenida bo No joyedo Seche man bio ya do me de bu ma rien que wa me fila ne we mi bi cuison wa agba c'est ne we mi bi kui na les on ya agba bebo ma u do me bio na mo yi me ru on to boy ka do bo na le funi o kan no vici e na yon sin ya ku no sin comme nous le bi na il sin tata kemi ma c'est great way laisse-les parler mon frère laisse-les parler ils sont pas clairs on doit toujours voler je t'assure mon frère pour ça on crie tout le temps yes way on pas jaloux nous on doit avancer que tu veux ou pas on va avancer jaloux là laisse-moi avancer allez bouge ton cul tu viens danser plus de bra 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 tu viens swinguer bra 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 tu viens danser allez gla 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 tu viens danser agaiwe mi let me tell joy to yenida kuiwe mi let me tell joy to yenida ndo come we mi no no lo joy to yenida jijo come we mi no no la joy to yenida na do mause bona igudo avedo na dia somo bona fulu avedo joy yenida bo joy yenida bo Big up à toi, à Crombessi Herman, le président de la dièse de Cotonou depuis 2005. Massupilami, le chasseur de désir. Et Christ bourgeois. Chris Broad, ma nigga. Yeah. Da, Géro, le maire, le mien. Make up prod, baby. Meji. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG. Le débat sur Eden Télévision Diaspora FM, c'est tous les jours, notamment dans Matin d'Eden. Les nominations sous talon comblent-elles les attentes? Éléments de réponse dans ce numéro de Faits croisés. Piggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, Tranquillin Belantin, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Nomination de remerciement ou de réussite de combat. La polémique a en effet fusé au lendemain du 6 avril 2016, dès les premières nominations sous le président Patrice Talon, où les gens trouvaient que le président Patrice Talon remerciait simplement ses alliés de combat, notamment ses alliés de la guerre présidentielle, mais aussi, sinon, au fil des jours, et notamment des nominations, le sentiment a-t-il changé ou est-il demeuré tel? En tout cas, la question est au centre de ce débat qui reçoit deux invités. Ce matin, le premier, Marcel Zoumanou, il est le rédacteur en chef du quotidien Nouvelle Tribune. Bonjour. Bonjour Peggy. Merci d'être avec nous. En face de lui, Narcisse Ressou, rédacteur en chef aussi du quotidien Palmarès. Bonjour. Bonjour Peggy, bonjour Tranquillé, bonjour à nos téléspectateurs. On ne va pas parler de guerre des rédacteurs en chef, mais bon, c'est la confrontation des idées. Alors dites-nous, dès les premières nominations de gouvernement Talon, dites-nous quel était votre sentiment? Bon, pour moi, d'abord, c'est que rien ne change les Béninois eux-mêmes
Nous-mêmes, plutôt, nous avons décidé, parce que depuis le 6 avril, le président Patrice Talon est le président de tous les Béninois, je ne sais jamais de le redire. Donc, c'est-à-dire, nous avons, moi personnellement plutôt, j'ai comme impression que nous avons opté pour faire des marches en arrière, des allers-retours simplement, parce que, si vous voyez, en 2006, le peuple béninois avait une exigence. Il a voulu choisir d'autres figures politiques, d'autres figures aux affaires du pays. Et 10 ans après, on a vu ce retour en arrière. Hein. On a vu aujourd'hui des visages qui partaient sous les 10 ans. On disait que c'était fini. Enfin, ceux-là ont fait leur temps. Maintenant, place à la jeunesse, place à d'autres acteurs à divers niveaux. Mais le constat, c'est que nous-mêmes, nous avons préféré, 10 ans après un lacisme, retourner en arrière, ramener certains visages aux affaires. Ce qui voudra dire, pour moi personnellement, depuis que les nominations ont commencé, il n'y a pas encore d'extraordinaire. Il y a juste de nouveaux visages qui sont venus dans le combat politique, qui aussi ont commencé par trouver leur place. Donc, du coup, c'est un remerciement politique. Un carrefour incontournable pour tout président élu dans ces conditions, dans ce système-là au Bénin. Et je ne sais pas si les réformes ils pourront quelque chose dans les années à venir. Ça dit quoi, si les réformes sont bien pensées pour qu'on puisse éviter de subir un remerciement politique. Donc pour vous, c'est un remerciement, ni plus ni moins. Oui, ni plus ni moins. Et qu'est-ce que vous mettez dans je crois qu'on nous a parlé de nommer les cadres par appel d'offres. Je ne sais pas s'il y a un temps... Appel à candidature. Appel à candidature. Bon, merci. Appel à candidature. Bon, peut-être que le dispositif n'est pas encore mis en place. Et on en profite d'abord pour dire merci à ceux qui ont mouillé le maillot sur le terrain, des syndicalistes qui se sont donnés à cœur joie pour contrer le gouvernement défunt, le régime défunt. Chacun d'entre eux commence par retrouver petit à petit leur place. Ceux qui n'ont pas encore pu retrouver une place au soleil sous la rupture sont en train de réclamer la preuve qu'ils trouvent que les autres commencent par prendre et il faut qu'ils fassent un peu de bruit de botte pour qu'on puisse penser à eux aussi. Donc, du coup, je crois que c'est indéniable, ça va venir. Ceux-là, aujourd'hui, qui sont en train de... La dernière fois, sur une chaîne de télévision, un syndicaliste disant que, ah non, on n'a même pas pensé nous donner un seul poste ministériel, ni rien encore. Et le journaliste lui demandant, ce qui vous dit que vous attendez, il a dit bien oui, mais ce n'est pas fait. Ouais, parce que d'autres ont commencé par avoir ces privilèges-là de leur lutte sur le terrain. Et du coup, tout le monde doit l'avoir. Et je crois que ça ne se fera qu'ainsi, tel que ça. C'est les Béninois qui vivent au Bénin, hormis la communauté étrangère qui séjourne également sur le territoire. En tout cas, c'est les Béninois qui vont diriger le pays. Patrice Talon, il est Béninois et ceux qui l'entourent sont des Béninois. Avez-vous l'impression, Marcel Zoumenou, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Nouvelle Tribune, que Patrice Talon a mis en place un système de remerciement? Bon, je ne pourrais pas dire le contraire au regard des personnalités qui ont été nommées. Et pour la plupart, c'est des gens qu'on a vus aux côtés du Patrice Talon candidat, qui ont mouillé le maillot. Quand vous prenez la plupart des ministres, à l'exception de 2 ou 3, 4, peut-être, tout le reste, c'est des gens qu'on a vus ici, qui étaient dans des zones, qui ont battu campagne. Et quand vous voyez les DG des sociétés qui sont nommés, à l'exception également de 2 ou 3, la plupart c'est des gens qui étaient dans le dispositif de campagne de Patrice Talon. Et donc on pourrait parler de cela. Mais moi je voulais voir la forme un peu, c'est la forme même des nominations qui pose problème. Avant d'aller sur la forme, est-ce que parce que j'ai nommé des gens avec qui j'ai guerroyé, parce que pour prendre le pouvoir c'est quand même une affaire d'équipe, des gens qui partagent ma vision, qui pensent de la même façon que moi, qu'on devrait pouvoir aller au développement de telle façon en choisissant telle vision. Est-ce que c'est un remerciement? Oui, c'est un remerciement. Et au fait, et même dans les pays de démocratie très avancés, après tout, c'est le remerciement. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il ne nomme que des gens qui sont convaincus de ce qu'il veut faire. Et donc, de sa vision? Oui, de sa vision. Mais est-ce pour autant qu'il faut parler de remerciement à ce moment-là?
Oui, puisque... Moi, le thème remerciement me gêne. Dans ce cas de figure, parce que je n'irai quand même pas importer des gens de l'autre vision pour venir m'aider à concrétiser la mienne. Oui, je donne un exemple. Vous avez peut-être dans votre dispositif de campagne quelqu'un qui a une compétence dans un domaine précis, hein, et un autre qui n'a pas battu campagne pour vous, mais qui a la même compétence. Mais vous nommez celui qui a battu campagne pour vous. Mais est-ce que c'est pas normal? Oui, c'est normal, mais après tout, vous ne pouvez pas refuser qu'on qualifie cela de remerciement. Donc, c'est le plan. Ça dit que si Patrice Talon a des compétences dans son équipe, on ne peut pas lui refuser de les nommer. Et donc, peut-être que c'est ça qu'il a fait. Mais il y a un autre problème que moi j'ai observé. Il y a des gens qui sont peut-être des cadres, mais qui ne sont pas compétents dans les domaines dans lesquels on les a nommés, DG ou ministre, qui ont été nommés. Et là, ça pose problème. Je prends un exemple au hasard, le cas du DG du CNCB. Je ne suis pas sûr qu'il est compétent dans le domaine pour être DG CNCB. Je prends le cas du syndicaliste Adoukono, qui est nommé aussi DG CNSA. Je ne suis pas sûr qu'il est compétent dans le domaine de la sécurité routière. Et donc, ça pose un problème. Quand vous prenez les nominations dans l'ensemble, ça pose problème à certains endroits. Mais le directeur, les DG, généralement, se font entourer par des techniciens, des conseillers. Oui, c'est ce qu'on a toujours dit, mais c'est toujours mieux quand vous êtes le premier responsable d'une structure, quand vous êtes compétent dans le domaine, dans les choses là, c'est toujours mieux pour la structure que quelqu'un qui est venu de l'extérieur, qui va prendre le temps pour comprendre, qui va prendre le temps pour maîtriser même le fonctionnement de la structure. Ça pose toujours problème. Mais par contre, il y a d'autres nominations que moi je salue. Par exemple, celui du directeur général actuel de l'ANAC, qui est un ingénieur aéronautique qui est resté dans la maison, qui a fait tout son parcours dans la maison. Ça là, je salue cela. Il y a quelques cas comme ça, mais la plupart, les gens qu'on parachute de l'extérieur, je ne suis pas sûr qu'on est en train de rechercher une compétence là. Alors, vous parliez tantôt aussi de la forme des nominations. Oui, moi j'ai noté personnellement que depuis que Patrice Talon est élu président, les nominations sont faites dans une opacité totale. Avant, nous étions habitués au système où, quand vous prenez le communiqué du Conseil des ministres, vous avez tous les cadres qui sont nommés. Mais actuellement, on a dit on veut faire réforme et puis bon, on n'a pas besoin de mettre les personnalités nommées dans le communiqué du Conseil des ministres. Évidemment, dans beaucoup de pays de démocratie avancée, même en France, ça ne se fait pas comme ça. Mais en France, les nominations sont contenues dans le journal officiel qui sort tous les jours. Mais ici au Bénin, nous avons un journal officiel qui sort peut-être une fois par mois, je crois. Hein. Et donc, on ne peut pas attendre. En tout cas, pour nous, journalistes, nous ne pouvons pas attendre les journaux officiels avant de savoir qui est nommé. Mais curieusement, on voit une note confidentielle. C'est-à-dire que si vous faites attention aux nominations, c'est une note confidentielle du secrétaire général du gouvernement adressée au ministre du tutelle. Et là, moi, je me pose beaucoup de questions parce que je ne sais pas en quoi la nomination d'un DG de société ou bien d'un cadre dans un ministère est confidentielle. Puisque nous avons besoin de ceux qui sont nommés et pour faire connaître à la population ces noms. Et les populations ont besoin de ceux qui... Il n'y a aucune cachotterie, il n'y a aucune chose là à avoir. Le chargé, je crois que ce n'est pas le chargé de mission, est responsable des médias, a apporté des explications et a indiqué entre-temps que les nominations sont individuelles, donc sont notifiées aux intéressés. Donc oui, si c'est notifié aux intéressés, mais je dis, il faut que... Je prends un exemple. Le dernier cas, les nominations qui ont été faites dans le Conseil des ministres du mercredi passé, c'est la semaine dernière qu'on a su. Ça pose un problème. Mais moi, je suis d'accord que les gens notifient pas des décrets ou des arrêtés les nominations. Mais il faut les rendre publics. Par quel moyen? Ce n'est pas WhatsApp qui doit rendre public les nominations. Ce n'est pas les notes confidentielles. Les notes confidentielles ne se retrouvent pas sur WhatsApp. Et ça, moi, je suis désolé de le dire. Et les nominations ne sont pas des notes confidentielles. C'est parce que vous, journalistes, nous, journalistes, ne sommes pas décidés à faire correctement et convenablement notre travail. Non, ça, c'est pas vrai. Nous, si vous êtes journaliste,
vous avez, Le vous faites journaliste- recours à des sources. le Les journaliste sources, c'est quoi? le Pour la journaliste doit présidente avoir de la son carnet République. d'adresse. Oui, on est d'accord. Et il doit- Mais il doit- les il doit- sources- il doit chercher. Mais nous avons nos confrères qui sont à la présidence de la République. Mais quand vous les appelez pour savoir, mais est-ce que chose, eux-mêmes ne le savent pas. Mais comment ils peuvent nous donner Mais comment... c'est peut-être pas que les On confrères. va prendre l'avis de Même le DG Narcisse qui doit Raisso. passer service demain, c'est pas les rumeurs qu'il entend qu'il est changé. Même le directeur qu'on change, c'est à travers WhatsApp. Il arrive, vous l'appelez, il dit « J'entends ça comme rumeur, je n'ai encore eu aucune notification de ce que je vais passer service, mais j'entends ça sous forme de rumeur. » La matérialisation, c'est quand même ce démenti que le ministre Wadaï est allé faire au Parlement. Non. On pensait quand même que un nouveau DG du port devrait prendre service même l'après-midi. Et c'est à ce moment-là que vous voyez que déjà même, on a laissé WhatsApp, Facebook prendre la place du gouvernement. Même des journaux ont confirmé. Oui, en matière d'information. Même des journaux ont confirmé cette nomination-là. C'est-à-dire, c'est sur les WhatsApp que les informations supposent maintenant les vraies circulent. Et c'est ceux qui savent fouiller, ou bien c'est pas une certaine confidentialité maintenant, que ce qui ne serait pas l'information. Parce que la vraie information elle sort de façon confidentielle, ce qui ne devrait pas l'être. Et c'est les ouya-ouya, c'est-à-dire les non-sens, les informations fabriquées de toutes pièces par des gens qui sont peut-être en quête de nomination, qui mettent les billes sur WhatsApp ou Facebook pour dire maintenant, pour ventiler qu'on a nommé tel. Il y a trop de pagaille en matière. Donc vous pensez que le gouvernement doit changer de stratégie par rapport à ces différentes nominations? On finit le conseil de ministres, on fait lecture, et c'est 2 jours après que vous voyez des notes circuler, des documents circuler sur WhatsApp qui informent que tel pas service, mais on devrait l'avoir dans le conseil des ministres, les nominations. Et ça ils doivent avoir une source officielle, même si c'est Facebook, le gouvernement peut installer une page officielle. Et là, quand qui que ce soit, il va essayer que là, il n'y a que des informations. Le gouvernement a un site officiel. Pourquoi on ne retrouve pas ces différentes nominations sur le site officiel? La question reste vraiment posée. Maintenant, je voudrais revenir un peu en arrière. Je ne pense pas que ce soit nous, Béninois, qui accusons le gouvernement ou le chef de l'État de faire des nominations de remerciement. Non. C'est une exigence que le président lui-même s'est fixée. Et dans ce discours, il a martelé qu'il n'y aura pas de complaisance, qu'il n'y aura pas de nomination qui soit à titre de remerciement. Il a toujours martelé la prise à la compétence. Voilà, ce qu'on dit est autre, ce qu'on remarque est tout autre. Ce qui veut dire quoi? La politique, elle a ses réalités. Et dans le zèle du départ, du nouveau départ, on peut avoir l'ambition de plusieurs choses qui ne seront pas une réalité peut-être dans les tout premiers jours, dans les tout premières années. On espère. Mais là où le danger plane, c'est quoi? C'est au début qu'on a le zèle, que le dynamisme de bienfait, de convaincre s'installe et à longueur du temps, l'usure peut commencer. Et là, nous, journalistes ou population, on commence par taper du poing sur la table pour réveiller. Vous avez vu, tout le monde a salué le départ en 2006 de Boni Yayi. C'était bien au départ. Donc, c'est au départ qu'on sent un peu un dynamisme qui a tendance à bien faire. Et avec le temps, mais si au départ, ça commence par cafouiller un peu. Si c'est dans le feu de l'action qu'on le sentira. C'est notre espérance, c'est notre espérance, parce que on parle toujours de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. J'espère qu'on va pas évoluer comme ça. Et que, arriver déjà au bout de 3 mois, parce qu'il y a beaucoup de patience encore, beaucoup sont regardants, on espère que ça va s'améliorer. Sinon, il y a une cacophonie terrible en matière d'information, terrible en matière de nomination, tel que ça se passe là, ce n'est pas encore ça. Et... Alors, question à vous deux, dites-nous, est-ce que ces nominations, telles qu'elles sont faites, ou ceux qui sont nommés, est-ce que vous les voyez à la hauteur de la tâche? Est-ce que là, franchement, ça va demander beaucoup de travail? Est-ce que vous voyez ces gens qui sont nommés pouvoir tenir la dragée? Bon, je disais tout à l'heure que certains parmi eux ont la carrure pour le job. Et ceux-là pourront sortir leur épingle du jeu. Mais il y a d'autres, quand vous voyez les nominations, vous vous posez assez de questions. Quels sont les critères qui ont pu militer en faveur de telle ou telle nomination? Je ne trahis aucun secret en disant qu'il y a un imprimeur qui est nommé DGA d'une société de la place, et qu'un ancien collecteur de tickets sur un parc automobile est nommé DG d'une société de la place.
ont-ils, eux, d'autres compétences? Vous ne savez pas, justement. Voilà. Si Ont-ils, eux, d'autres compétences choses là qu'ils ont acquises sur le terrain? Vous savez qu'il y a les universités privées qui pullulent et qui forment des gens. On ne sait pas. Mais on les a vus faire ces gens de boulot et se retrouver après à la place de DG et de DGA de sociétés d'État. Et là, ça pose problème parce que le chef d'État est le premier, comme le disait Narcisse tout à l'heure, qui a martelé tout le temps compétence, compétence, compétence. Mais la compétence suppose d'ailleurs d'abord que vous ayez un niveau intellectuel requis et que dans le domaine où vous êtes, où on veut vous nommer, vous avez acquis une expérience donnée. Mais quand vous voyez ce que nous voyons là, quand vous voyez des gens qui sont parachutés d'un domaine diamétralement opposé, là où ils ont atterri, vous vous posez assez de questions sur leur capacité à relever cette société. Surtout que le gouvernement lui-même fait une communication pour dire aujourd'hui tout va mal et que presque toutes les sociétés d'État, les caisses de l'État sont presque au rouge. Et donc, il faut beaucoup plus travailler pour relever le niveau économique du pays. Et là, on a besoin des gens qui sont qualifiés pour. Mais si on ne nomme pas ceux-là, et on nomme des gens parce que peut-être c'est eux qui ont mouillé les maillots, parce que peut-être on a besoin d'eux pour déstabiliser de potentiels adversaires politiques. Et là, ça pose problème. C'est vrai qu'on ne peut pas refuser à un président de la République de faire de la politique. Là, et la politique, c'est bien à travers les nominations. Là, hein? Oui, on apprend beaucoup de choses. Et donc, ça pose problème. Moi, je voulais observer un peu pour voir ce que ça va donner. Mais pour ce que moi j'ai vu là, c'est 50-50, c'est-à-dire qu'il a nommé certaines compétences. Et ailleurs, on a nommé des gens purement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la compétence. Narcisse Ressou, votre lecture de ce... Le mandat unique, c'est le rêve caressé par des Béninois qui disaient, mais pas le mandat unique sous contrainte constitutionnelle. Le mandat d'un chef d'État qui viendra, et malgré l'opportunité qu'offre la Constitution de faire 2 mandats, il vient, il renonce personnellement à son second mandat et il se chine, il travaille. Le second mandat n'est pas automatique, il faut d'abord aller aux élections avant de l'avoir. Avant de l'avoir, raison de plus. Décide de vous l'accorder. Oui, raison de plus. C'est pour dire simplement quoi? L'envie de faire un seul mandat doit amener un chef d'État à ne plus voir les paramètres politiques, les considérations politiques. Il fait son mandat, il a des réformes, le peuple a besoin, que ce soit Patrice Talon ou non, le président qui devrait venir. Pourquoi pensez-vous qu'il devrait vraiment oublier le côté politique alors Simplement parce que... Vous savez très bien que tout président a quand même envie de voir pérenniser son système, même s'il n'est plus là. Il y a quelqu'un de son camp qui viendrait. Non. Et il faudrait qu'il fasse le travail en conséquence. Non. Et non, ça dit quoi? Déjà, c'est ça je dis que nous ne l'aurons pas. Quand on veut bien nous parler du mandat unique, même constitutionnel, et parce que le président qui est là, quand il a envie du second mandat, il fonctionne de telle manière ou telle autre. Je dis, même avec un mandat unique, nous sommes exposés aux mêmes réalités. Parce que vous venez de démontrer que on peut batailler pour que le système perdure, pour qu'il y ait un dauphin, le dauphinat habituel au Bénin, pour travailler à un certain dauphinat. Donc, le souci de mandat unique n'est pas la solution au problème. C'était pour revenir à quoi? Le président, en face d'un seul mandat, doit oublier le côté politique et travailler. Qu'on n'aille pas nommer des gens, comme on a vu sous le régime passé, ça dit pour affaiblir des fiefs politiques, on nomme des gens là, on les place à certains niveaux où ils doivent systématiquement rendre la vie politique difficile à d'autres cadres dans ces localités. Si ces calculs-là commencent, c'est que c'est une supercherie, ça dit quoi? On nous voile, on est en train de voiler quelque chose et on nous parle de quelque chose d'autre. Ça dit on fait quelque chose d'autre en dessous et nous devons être réveillés. Les nominations, moi je dis, le Bénin aujourd'hui, là où nous sommes, il y a quelque chose qui se ressent de façon très très ferme, la situation économique. Et quand je parle de situation économique, le Béninois que nous sommes à la base, nous voudrons sentir. C'est vrai que ce n'est pas en 2 mois. Mais si, au bout de 2 mois, on a commencé par crier, contrairement au régime défunt, ça dit quoi? Dans les derniers instants, c'est vrai que ça fait la période électorale, la période de l'effervescence, où
chacun est sur le terrain de part et d'autre, on n'a pas trop ressenti. Mais dès le nouveau départ, le Béninois a ressenti maintenant que ça ne va pas bien. Donc les nominations doivent en tenir compte. Et je veux dire quoi par là? Une certaine sagesse. Vous voyez des cadres nommés parce que c'est la rupture. On ne veut pas, c'est-à-dire aller de la façon de, c'est-à-dire la main de fer dans un gant de velours. On veut, c'est la rupture en chaise qu'il faut faire pour qu'on puisse sentir que réellement c'est la rupture. Alors que toute mesure a besoin d'être mesurée. Et tant que les gens n'auront pas cette sagesse, ceux qui se font nommer, n'auront pas cette sagesse de savoir que nous sommes à telle étape, nous venons d'ici et c'est là où nous voulons aller, eux-mêmes, ils vont se faire créer des rébellions inutiles parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse de pouvoir mesurer leurs réformes, de pouvoir mesurer leur gestion. Et les nominations qui se font ne sont pas en train de convaincre de la chose. Vous allez voir ce week-end, au début du week-end passé, qu'il y a eu un communiqué qui voudrait déjà créer une forme de notre répression en matière de circulation. Et automatiquement, 2 jours après, je crois qu'ils sont revenus en arrière. C'est ce que j'appelle mesurer, c'est-à-dire ne pas mesurer comme cela se doit convenablement les mesures qu'il faut risque de tout mettre à l'eau. Il y a un de nos confrères, Pogodo, je crois, qui était sur ce plateau, qui disait que c'est les mêmes personnes qui avaient travaillé avec le président Thomas Boniaï, qui sont encore dans le système aujourd'hui. Avez-vous l'impression que les différentes nominations tiennent compte de la rupture ou carrément c'est des nominations qui marquent le nouveau départ? Non, moi j'ai l'impression, contrairement à mon confrère Béli Kukido, que c'est des nominations de rupture. Pourquoi? Moi je dis même que le gouvernement actuel a exagéré un peu en faisant du yaïsme, de l'anti-yaïsme primaire. Vous savez, regardez bien tous ceux qui ont été nommés, c'est des gens qui ont été peut-être au début du régime yaï, mais à un certain moment, sont entrés en disgrâce et ont été persécutés. Je mesure bien mon persécuté sous Yahi. Et donc, j'ai comme l'impression que lorsque Talon est venu au pouvoir, comme lui-même il a été un peu persécuté, bon, et voilà, nous qui avons souffert, nous qui avons été persécutés, voilà, c'est ceux-là que je nomme. Là, est-ce qu'on peut parler vraiment de rupture? Parce que là, c'est des gens qui ont été au début de Yahi, qui sont tombés en disgrâce et qui reviennent avec Talon aujourd'hui. Oui, une fois que ce ne sont pas des gens qui ont partagé la même vision des choses que Boni Yahi jusqu'à la fin de son dernier moment, moi je peux dire qu'il y a rupture. Et quand vous regardez en plus de ceux-là, il y a des têtes nouvelles qui sont venues et donc qui peut nous amener à dire que dans les nominations, on n'a pas, en tout cas je n'ai pas encore vu dans les nominations quelqu'un qui continue de prendre fait et cause pour Yahi et qui est nommé. Soit c'est des gens qui au dernier moment ont tourné Kazakh et qui sont allés de l'autre côté pour plusieurs raisons. Et donc, revenir avec des gens qui ont fait l'ancien système et qui sont avec talent, bon, moi, personnellement, ça ne me pose pas beaucoup de problèmes parce que, après tout, parti talent ne cherchait pas des cadres, choses là, et c'est toujours les mêmes. Bizarrement, bizarrement, il n'y a que ceux-là. Non, il y a l'habitude. C'est en la matière que nous accuse, nous peuple, nous population à la base, que c'est nous qui ne sommes pas véritablement éveillés. Parce que des gens qui ont passé 8 ans pratiquement avec Boni Yahi ont quitté le navire juste pour 2 ans, sont revenus pour mettre en cause ce que même ils ont fait en position bien donnée avec le gouvernement, le régime défunt. Donc, la rupture a été déjà handicapée dès le départ même. C'est-à-dire le nouveau départ est parti déjà de façon handicapée. Il y a certains politiciens qui avaient tiré la sonnette d'alarme là-dessus, des gens même de la rupture, qui disaient que quoi, si tout cela devait se retrouver autour de la rupture, alors là, il n'y a pas rupture. J'espère que le président Talon arrivera à réellement faire le miracle, parce que quoi, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau autour de lui. Si déjà à 80%, il est entouré de ceux qui ont géré le Bénin en 10 ans, il faut avoir le en 10 ans. 80%, c'est déjà exagéré. Non, dans tous les domaines, regardez, ils ont été tous là. Il n'y a qu'une minorité. Ils ont été tous là.
Richard, bon, mais en tout cas, l'autre question, sur la conclusion. L'autre question pour sur la conclusion. Il y a certains ministres qui n'ont pas encore formé le cabinet. Qu'est-ce qui pourrait justifier la chose, pour justifier ce retard? Je crois que les AOF viennent du gouvernement. Et c'est quand le gouvernement va les établir qu'ils envoient à chaque ministère. Et ça traîne. Je voudrais souhaiter, là, ce serait un souhait qu'ils le fassent vite, parce que ça bloque beaucoup de choses. Ça bloque beaucoup de choses et ça rend les systèmes un peu trop difficiles, les systèmes de gestion un peu trop difficiles. Et je crois qu'on ne serait pas en train de tomber sous ce qu'on a vécu sous Yahi et par rapport aux nominations des cadres. Où les cadres sont directement nommés. Et les ministres n'ont pas de marge de manœuvre. Je crois que ce n'est pas la même chose voilée. C'est-à-dire ça revient sous une autre forme. Marcel? Non, et moi je crois que c'est ça. Hein, et je le dis ouvertement que quand c'est une note confidentielle du secrétaire général du gouvernement qui informe le ministre que des cadres ont été nommés à des postes de responsable dans son ministère, moi je peux vous dire que les ministres n'ont pas assez de marge de manœuvre. Et c'est ça qui fait, les gens ont des gens derrière eux, des gens qui viennent tout le temps avec CV pour dire, non mais moi, je peux parler d'un ministre qui m'a dit, j'ai plus de 40 dossiers, je sais même pas. Donc il n'arrive pas à nommer, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à eux, qui les bloque ou bien qui ne les donne pas des coups de franche pour vite nommer. Et donc moi je peux dire ouvertement que c'est un peu comme le système. Il y a eu où les ministres n'avaient pas la possibilité de nommer des cadres sous eux. Et ça pose un problème dans la gouvernance. Mais je voulais finir sur ce que Nasser a dit. En 10 secondes. Oui, très rapidement. Pour dire, mais un cadre, vous pouvez mettre un cadre dans un système A, il peut être inefficace, et dans un système B, il peut se retrouver efficace. Le système de Yahi, moi je continue de dire, la gouvernance, il y avait trop de problèmes autour de la manière dont la gouvernance même posait problème. Et donc, moi je ne suis pas surpris qu'un cadre qui est fait avec Yahi et qui a été décrié ou bien qui n'a pas été efficace puisse l'être sous Patrice Talon. Ça dépend du rythme qui est imprimé par le chef et de la manière dont la gouvernance est conduite. Merci à vous. C'était donc le débat de ce jour. Il y avait autour de la table Narcisse Rissou, il est journaliste, rédacteur en chef au quotidien Palmarès. En face de lui, il y avait Marcel Zoumanon, rédacteur en chef, c'est toi, du quotidien Nouvelle Tribune. Vous étiez là pour nous parler un peu de votre lecture de ces nominations qui sont faites sous le régime Talon. Merci à vous, Peggy Dovic Dagba. Matin se poursuit. Je rappelle qu'on était également en direct sur Radio Diaspora FM 102.3. On va accompagner nos invités avec la chanson de Mutant et Kémy. Le titre, c'est Joyedo. Laisse-les parler, là je suis encore là. Joyedo et Nina, Mina igudu wa yezedo, Mina fudu wa yezedo, Mina yaviteme wa yezedo. Joyedo et Nina, Joyedo et Nina, when Joyedo et Nina. Kiki était si enviade, pequeno modo Yahweh aye. Nandu no be glow, na davo be glow, na davo Fabio Beto le me belle glow, Bate we non so, amomion keke vi we non don. Egbe dion on rouzou zemi jan non fi kwa si kona nou si ka wende somo, Et nous les zombo, beto nous vono le mambabo na momeko. Aku no ke clan na mi konko, dalo mi mapo di chambo no nivo. Après bato we ya kwe no biche wa to wele. Auzi no kamyo bi we no abo be no Aga you and me let me feel Come gungume mi no lo Naro mause bona igudo avedo Nadia somo bona fulu avedo Nase ube somo bona ya vitegbe avedo Makawe zu somo bona igudo avedo Aho joedo 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 yeni dabo joedo yeni dabo Seche mambio ya do me debu ma rien kwe wa me fila ne we mi bi prison wa agba c'est ne we mi bi prison na les on ya agba bebo ma udo me bio na mo yi me hu to boy ka do na le huni o kan no vici e na yo sin akuno sin comme nous le bi na il sin tata kemi ma se gbe to Laisse-les parler, mon frère, laisse-les parler, ils sont pas clairs. On va toujours voler, je t'assure, mon frère, tout ça, on dit tout le temps, yes, ouais. On va jaloux, nous on doit avancer, que tu veux ou pas, on va avancer, jaloux là, laisse-moi avancer. Allez, bouge ton cul, tu viens danser, plus de bra, tu viens swinguer.
bra bra bra, tu viens danser. Allez, gla gla gla, tu viens danser. Aga you and me, let me tell you. Joy to you and me, let me tell you. Joy to you. No come when me no no lo. Joy to you. Tijo come when me no no la. Joy to you. Hey, na do mause, una igudo abedo. Nanjia somo, una fulu abedo. Joy do yeni dabo. Joy do yeni dabo. Yeah. Big up à toi, Akron Bessie Herman, le président de la Jet Set de Cotonou depuis 2005. Massu Pilami, le chasseur de désir. J'ai Christ Bourgeois. Chris Prod, ma nigga. Yeah. Da, Géro, le maire, le mien. Meko Prod, baby. Mutant, Kemi, Joe Edo, la proposition musicale de ce numéro de Matin des Dendoris. D'abord, bonjour. Bonjour, tranquille, Akad Belontien. Bonjour, fidèles amis, téléspectateurs et auditeurs de la radiodiffusion Diaspora FM. Chronique éducation, nous abordons quel thème avec vous? Les thèmes d'il y a une semaine, les conseils, cette fois-ci aux parents de candidats. Quel candidat? Les candidats au baccalauréat. Au baccalauréat, bien évidemment. Surtout au baccalauréat. Surtout au baccalauréat, parce que l'examen du baccalauréat, session de juin 2016 démarre l'ensemble du territoire. Ça ne prendra pas le corps de conseil, parce qu'on ne conseille pas un parent. Un parent sait déjà. Donc, des rappels de quelques réflexes. Voilà. Rectificatif. Moriagoua. Oui, tranquille à Une célébration sous silence. Oui, bonne fête des pères d'ailleurs. Ah, merci. Merci. Bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup. Une célébration sous silence. Tout baigne. Bonne fête des pères célébrée hier à vous, papa, à qui personne n'a dit bonne fête. Et pourtant, il n'y aurait pas eu de maman sans papa. J'ai entendu pas mal de choses dites par les hommes hier dans la ville de Cotonou qui ne savaient même pas qu'ils étaient à l'honneur. Tout baigne. Qui peut dire qu'ils ne savaient pas quand la fête des mères a eu lieu? Même les oreilles des sourds bourdonnent à l'approche de la fête des mères afin qu'ils le sachent. Il faut être aveugle pour ne pas voir la campagne médiatique qui s'opère autour de la fête des mères et qui encourage les hommes à agir et à agir encore. Quel restaurant ne fait pas de réduction ou la promotion d'une soirée spéciale à l'occasion de la fête des mères? Ne parlons même pas des kits souvent en promotion dont la femme ou la mère est la seule cible. Voilà en gros tout ce qui annonce la fête des mères. Mais la fête des pères, que se passe-t-il? Même moi, je n'y comprends pas grand-chose. On dirait que toutes les têtes pensantes des structures qui tempêtent lors de la célébration des mères partent en congé. Tout baigne. Où sont passés les restaurants qui réservent de grandes surprises aux mères à l'occasion de la fête des pères? Dans une année, nous célébrons la femme le 8 mars. Ça, j'adore. Après arrive la fête des mères. Ça, j'aime. Mais la seule fête qui est dédiée aux pères se célèbre tristement. Disons plutôt sous grand silence. Peut-on célébrer une fête des femmes sans que certaines ne s'en aperçoivent? Pourtant, il y a des hommes qui n'ont même pas su que ce dimanche, l'on célébrait les pères. Les enfants ne le savaient pas, ni leur mère. On dirait que les hommes ne méritent pas la fête des pères. Tout baigne. En tout cas, c'est bien l'impression qui se dégage de cette fête du silence. C'était hier, la fête du silence. On dirait la journée du silence. Aucun projecteur n'a été allumé sur les hommes pour leur honneur, le 19 juin. Ils n'en ont même pas besoin, n'est-ce pas? Si parce que la mère se célèbre,
Si c'est parce que la mère se célèbre qu'il faut célébrer les pères, alors là, telle que cette fête est célébrée, vaut mieux l'ignorer. On se demande s'il faudrait l'annuler ou pas. Merci de célébrer aussi les pères avec faste. Je crois qu'ils ne méritent pas une fête silencieuse. Tout baigne et à demain. Voilà, tout baigne, Mori Agua, merci à vous, c'est ça en commentaire. Hein, c'est un constat qui revient. Un constat qui revient chaque année. Et puis voilà. Mais, moi, quand a été ma surprise de voir sur une chaîne de télévision ivoirienne un communiqué du ministère de la Famille. Le ministère de la Famille et des femmes, en tout cas et des personnes handicapées, passer un communiqué sur la télévision souhaitant bonne fête à tous les papas, à tous les pères. Et j'étais avec un monsieur, on a dit, mais waouh, ça, on n'aura pas ça chez nous, par exemple. Donc, il y a déjà une prise de conscience qui a déjà commencé sous d'autres cieux. On espère que ça viendra chez nous. Ah, vous l'avez suivi ailleurs? Je l'ai suivi ailleurs. Pas sur notre chaîne, pas sur la télévision nationale ici. C'est pas le ministère béninois de la famille, non. D'accord. Le ministère de la Côte d'Ivoire, chargé de la famille, qui a passé le communiqué sur la télévision nationale pour souhaiter bonne fête à tous les pères. Mais il y a quand même une remarque que je voudrais faire. Est-ce que c'est pas parce que les hommes même ne taillent pas beaucoup d'importance à cette fête? Parce que quand on parle de la fête des mères, c'est d'abord les mères qui prennent leur fête et qui décident d'organiser des choses. Et c'est pourquoi ça donne, bon, quand même en dehors des publicités tapageuses, c'est pourquoi ça donne cette envergure. Mais quand il s'agit de la fête des pères, bon, les pères même, bon, ils sont là indifférents. Et Loris, comment vous l'expliquez? Non, moi, je ne l'appréhende pas ainsi, mais vous n'allez quand même pas voir les pères célébrer leur fête de la même manière, de manière pompeuse que les femmes, habillées en bomba comme le 8 mars et autres. Non, c'est quand même les pères, on parle des pères, on parle des hommes. Donc, voilà, ils ont une autre manière d'appréhender, d'apprécier, de fêter. C'est beaucoup plus sobre, peut-être que beaucoup plus réfléchi, entre griffes, pour ne pas jeter de pierre aux dames, bien évidemment. Hein. Mais on parle des hommes après tout. Il y a la touche masculine. Merci à vous. En tout cas, moi j'ai la chance d'avoir de bénéficier en tout cas de l'amabilité et de ceux qui m'entourent. Hein. Tout à fait. Voilà, ça c'est important. Je les remercie. Voilà. En tout cas. Merci. Sans changer d'anse. Voici la chronique éducation. Ils sont des milliers à l'assaut de l'examen du baccalauréat. Quelques conseils à l'endroit de leurs parents, quelques rappels. Voilà. Conseils à l'endroit de leurs parents et des candidats dans la chronique éducation. Oui, rappel parce que je voudrais croire en la thèse qui stipule que les parents savent déjà les bons comportements à adopter en cette période de fin d'année, mais que c'est plutôt le coût et le rythme de la vie, les contraintes socio-professionnelles qui les empêchent quelque peu de se consacrer aux enfants, de réfléchir aussi aisément et de se consacrer aux candidats. Alors, mais on va mettre l'accent sur 2 points essentiels ce matin. Le comportement diététique et l'emploi du temps des apprenants. Le comportement diététique, je veux parler de la nourriture, tout simplement. Voilà, il faudra mettre un accent essentiel et particulier sur ces comportements parce que c'est 3 jours essentiels pour définir l'année scolaire qu'a passé l'enfant, qu'a passé l'apprenant, qu'a passé le candidat. Donc, pendant ces 3 jours, chers parents, dépensez peut-être un peu plus, veillez à ce que mangent vos bouts de chou, pas vos bouts de chou, mais vos candidats, vos apprenants. Alors, au-delà du comportement diététique, il y a un aspect essentiel, l'emploi du temps de l'enfant. L'emploi du temps à la maison. Vous savez, il y a un principe, sinon une logique psychopédagogique qui stipule que l'apprenant qui travaille, l'enfant qui travaille beaucoup à la maison, qui travaille aisément, qui est beaucoup plus porté vers les activités domestiques, réussit facilement à l'école. Mais cette logique ne s'applique pas à un nombre de jours, mais cette logique est à assimiler, bien évidemment, à des aptitudes, à des capacités, à des compétences en cet enfant, en ces candidats ou en ce candidat. Donc, ce n'est pas parce que l'enfant va se lever 4 heures et fait la lessive, vaisselle, tout ce qu'il fait d'habitude ces 3 jours, forcément, qu'il réussira au bac. Non, il faudra plutôt assouplir quelque peu son emploi du temps. C'est ce que je tiens à rappeler. Et permettre à l'enfant d'avoir du temps à consacrer, et de se sentir peut-être, pourquoi pas gâter en ces 3 jours.
peut-être que ça contribuera à renforcer quelque peu son subconscient. Qui sait, s'il avait l'habitude de se lever à 4 heures pour essuyer tous les carreaux de la maison, laver toutes les assiettes, et que si c'est à lui que revenait cette tâche, eh bien, pourquoi ne pas les empêcher quelque peu de ces ennuis, eh bien, matinaux en ces 3 jours. Donc, en dehors de ça, des éléments, contrôler l'alimentation des candidats, contrôler également l'emploi du temps, revoir l'emploi du temps des candidats. Y a-t-il d'autres aspects, d'autres éléments à rappeler? Oui, les autres éléments, ce sont les impondérables. Il peut arriver que naissent des discussions, je dirais, insipides dans le foyer. On ne sait jamais. Dans le foyer entre papa et maman, eh bien que papa et maman fassent davantage d'efforts pour ne pas perturber le mental de l'enfant. Veille surtout à passer des informations qui ne puissent pas déséquilibrer, perturber le mental, le subconscient, la personnalité du candidat, parce que on a souvent eu le temps de le dire ici, il y a différents types d'enfants, il y a différents types de personnalités. Il y a des enfants qui peuvent déjà se sentir ébranlés avec une simple annonce de décès dans le foyer. Et puis au-delà de cela, il y a certains parents, juste après la composition de la première épreuve, veulent corriger, justement, veulent corriger. Non, c'est pas qu'ils veulent corriger, en fait, il faut comprendre, c'est pas qu'ils veulent corriger, mais ils veulent être rassurés de ce que le candidat, enfin de ce que l'apprenant a rendu l'essentiel. Donc ils veulent comprendre, qu'as-tu fait à peu près ici, qu'as-tu donné comme réponse à ce niveau. C'est juste pour être un peu rassuré, pour savoir... Et là, s'ils ne sont pas rassurés, ils ne commencent pas à inquiéter l'enfant. Commencent pas... Mais en fait, c'est un exercice à éviter. Il ne faille même pas le faire. Il ne faille pas le faire parce que ça peut ébranler l'enfant. Ça peut lui... Si l'enfant revenait peut-être de la matière principale, selon sa série, et que vous lui démontrez peut-être qu'il a raté l'exercice principal de l'épreuve, eh bien, vous voyez déjà ce que vous aurez créé dans son mental comme vide, comme perturbation. Donc, il faut simplement l'encourager pour la suite des épreuves à affronter encore et non lui permettre de comprendre qu'il a raté telle ou telle épreuve. C'est pas important. Merci, ça n'arrangera rien en ces périodes délicates que passe l'enfant, que passe le candidat. Après tout ça, on conclut, on a déjà conclu. Non, on peut toujours conclure. Je dis pour le cap, Padine, bonjour. Bonjour tranquille et bonjour à tous. Vous avez des candidats à la maison qui passent le baccalauréat? Moi non, mais je connais quand même des gens qui passent les examens de baccalauréat. Enfin, quand vous dites, est-ce que j'ai des candidats, je pense, il y a des gens de mon entourage qui passent le bac. Non, mais j'ai quand même des amis qui passent cet examen. Vous l'avez passé le baccalauréat? Oui, bien sûr. Vous l'avez passé quel mot? La phrase fétiche. Ça m'a complètement échappé. J'aurais pu les appeler le lundi. Mais bon, ils savent où ils sont que je pense. Voici le sport sur Martin Déden. Le sport, tous les jours sur Eden Télévision Diaspora FM. Nous avions évoqué le décès de l'international Keshi dans cette émission. On parle à nouveau du défunt de Keshi pour dire que les Togolais lui ont rendu un hommage ce week-end. Oui, tranquille, quoi de plus normal pour ces footballeurs que d'honorer la mémoire de leur ancien sélectionneur, celui-là même qui leur avait permis de disputer une phase finale de Coupe du Monde de football. C'était en 2006 en Allemagne. Keshi, lui, n'avait pas accompagné les éperviers à ce mondial parce qu'il avait été remplacé juste avant le démarrage de cette compétition. Mais l'essentiel, c'était bien lui qui l'avait fait avec ses éperviers, à savoir obtenir cette qualification pour le Togo. C'est pour cela que ces footballeurs qui ont vécu cet exploit lui ont rendu hommage en disputant un match d'exhibition qui a opposé des éperviers de la génération de 2005 tels Emmanuel Adebayor, Kossi Agassa et puis les joueurs togolais de la nouvelle génération. On rappelle que Keshi fut international nigérian et sélectionné également joueur. Il avait remporté la CAN 1994 et disputé le mondial de la même année avec le Nigeria. Entraîneur, il avait décroché le titre africain avec les Super Eagles, c'était en 2013, avant de les accompagner au mondial 2014. On rappelle qu'il est décédé au début du mois de juin, il avait 54 ans. Football encore, dans un registre moins triste. Place à l'Euro. La France termine la phase du groupe à la première place du groupe A. Oui, c'était l'objectif des Bleus et ils ont réussi à le faire. Il suffisait pour ces Bleus d'obtenir un match pour terminer la phase de groupe de ce championnat d'Europe des nations qui se déroule en France
pour terminer donc à la première place du groupe. Il leur suffisait d'un match nul pour obtenir cet exploit et ils l'ont réalisé. Ils ont dû se contenter de ce match nul, même s'il y a eu des occasions que ces footballeurs ont obtenues. Et donc 0-0, c'est donc la rencontre qui a opposé la France et la Suisse pour le troisième match de groupe dans la poule A. Et il faut dire que la Suisse a donc pu tenir en échec cette équipe de France en l'empêchant de remporter son troisième match 0-0. Et l'équipe de Suisse termine donc deuxième du groupe A avec 5 points, se qualifie donc pour les huitièmes de finale de cette compétition. Il faut préciser, la France évoluait ce dimanche sans N'Golo Kanté. Et justement, le Français pourrait intéresser le Real Madrid. C'est la presse espagnole qui croit savoir que le joueur a été proposé au Real Madrid pour un recrutement. Et vous, comme vous pouvez le découvrir, la une du journal AS de ce dimanche le précisait, le Français Kanté proposé au Real. Selon le même journal, le Real Madrid serait en train de réfléchir pour recruter Kanté et en fait une doublure de Casemiro et la saison de Kanté cette année avec Leicester qui a remporté le titre de la Première Ligue et surtout le fait qu'il soit titulaire en équipe de France plaide en sa faveur. Après l'Euro, on est habitué à parler de la Copa América, ce que nous allons également faire dans ce numéro de matin d'Eden. On connaît désormais les affiches des demi-finales. Oui, mais avant de parler de ces affiches, on va d'abord revenir sur les résultats des quarts de finale de cette Copa América. Et avant aussi d'évoquer ce sujet, on va jeter un coup d'œil sur les affiches du jour de l'Euro 2016 parce que la compétition se poursuit aujourd'hui. On va découvrir donc les affiches du groupe B avec les rencontres du jour, Russie, Pays de Galles et Slovaquie. Angleterre, il faut préciser, aucune équipe de ce groupe n'est encore qualifiée pour les huitièmes de finale. Place maintenant à la Copa América, surtout au résultat des quarts de finale qui ont pris fin dans la nuit de samedi à dimanche, surtout sur des scores lourds, tel le succès 0-7 du Chili face au Mexique et la victoire 4-1 de l'Argentine face au Venezuela. Et regardez comment les joueurs argentins ont célébré leur victoire dans le vestiaire en pianotant sur le smartphone. C'est tout un contraste avec les scènes auxquelles nous sommes habitués pour célébrer la victoire. C'est pas bien grave, on n'a pas eu les images, on les aura peut-être. Voilà, vous voyez comment les joueurs ont célébré leur victoire ce week-end. Donc, en pianotant sur leur smartphone, il n'en fallait pas. Et derrière ce geste, quelle explication doit-on comprendre? Non, peut-être qu'ils étaient certainement sûrs de remporter la victoire. Deuxième chose, ils avaient peut-être envie de se connecter et discuter un peu avec leurs proches. Envie de faire la publicité aux fabricants. Peut-être que c'est les téléphones, les smartphones qui ont la même marque. Bon, ça aussi, c'est le marketing. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu la marque, c'est déjà bien. On ne le sait pas. Donc, il n'en fallait pas autant pour que un média occidental dise que le vestiaire argentin était trop connecté ce week-end. Et je parlais de l'échec du Mexique face au Chili. On a parlé de la défaite de 0-7 face au Chili. Et dans la foulée de cette défaite, le sélectionneur du Mexique a présenté ses excuses au peuple argentin, mais également aux supporters mexicains, en disant que c'était une honte, un accident du football. Et il s'est trouvé des circonstances atténuantes en précisant qu'il y avait des tragédies beaucoup plus graves. Je présume qu'il pense à la défaite du Brésil au Brésil lors du mondial brésilien, défaite du Brésil en demi-finale donc face à l'Allemagne. C'était en 2014. Voilà pour ce qu'on devait dire de la Copa América. On va maintenant découvrir les affiches des demi-finales comme c'était promis. États-Unis, Argentine et Colombie-Chili. Ce sont donc les rencontres qui vont se dérouler dans les tours prochains jours. On va conclure dans la page sport avec cette information de basket. Cleveland. Oui. Cleveland. C'est aux États-Unis. Bien sûr. Cleveland est le nouveau champion du NBA. Oui, bien sûr. L'équipe de LeBron James a donc remporté le championnat nord-américain de basketball après avoir remporté le match 7 des finales de la NBA. Il faut préciser que l'équipe avait été menée 3-1 par Golden State. Voilà, merci à vous. Je dis pour le cap Aïdine. C'était donc la page sport qui boucle ce numéro de matin d'Eden. Merci à vous de l'avoir suivi. Soyez zen sur nos antennes. Retrouvez toute l'équipe demain avec Loris Freddy d'Avo. À bientôt.